MG Service Traiteur de Saint-Jérôme, ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. Est-ce que vous connaissez l'expérience Dixième Sens? Dixième Sens offre la location de yurts en forêt. Ce sont des hébergements insolites, circulaires, avec un petit dôme au plafond qui permet de voir les étoiles avant de se coucher. Les yurts sont situés en plein cœur de la forêt pour permettre de s'évader complètement de la vie quotidienne. Les yurts sont alloués 4 saisons et plusieurs activités sont disponibles dans les alentours. Elles ont plusieurs commodités comme toilettes à compost, literie, batterie de cuisine, poêle Martin et poêle à bois. Nous sommes une entreprise familiale qui offre un service respectueux de tous, près des valeurs des gens. C'est situé à Saint-Alexis-des-Monts. Pour avoir plus de détails, dixièmesens.com. Cette semaine, je vous invite à une entrevue que j'ai réalisée avec ma bonne amie Chantalane Dumas. Je sais que Chantalane est publique, elle fait souvent des directs, on est capable de la connaître à travers ses directs, à travers ses publications, mais cette fois-ci, c'est tout différent. Je lui ai posé des questions qui remontent à son enfance, j'ai été voir avec elle ses formations, ses expériences, euh, ce qu'elle pense aussi de la vie, etc. à travers tout ça. Donc, c'est vraiment une belle rencontre pendant presque 1 heure et demie. On est ensemble pour discuter, échanger comme si j'étais avec ma bonne amie à une table et que vous étiez là, à côté de nous, et que vous ouvriez vos oreilles pour écouter ce qu'on a à dire. C'est une superbe de belle rencontre. Alors, c'est dans à travers les podcasts que j'ai décidé de faire ça. C'est de rencontrer des gens avec qui j'aurai des discussions qu'on n'a habituellement pas dans les directs que je fais, que je vous propose tous les jours. Donc, vous serez à même de mieux connaître les gens qui, des fois, sont dans votre fil d'actualité et des fois pas, parce que vous ne les voyez pas, des gens moins connus. C'est la série que j'ai décidé de proposer à travers mes podcasts. Un projet comme ça, ben, ça doit se financer et on le fait parce que nous avons des collaborateurs, parce que nous avons également des entreprises qui croient en notre projet. Alors, j'aimerais ça remercier Voyage Essentiel. J'aimerais remercier également Sync Media, qui est là depuis le début. Dixième Sens, qui est un nouveau commanditaire, dixièmesens.com. Vous pouvez aller voir leur site web. Euh, je tiens à les remercier parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils savent que c'est important qu'on puisse rencontrer des gens, qu'on puisse discuter avec eux et les faire connaître. Alors, je vous souhaite euh, ben, une bonne écoute, un bon, une bonne heure et demie à nous écouter, échanger entre amis. Chantalane, je suis tellement content que tu aies accepté mon invitation pour qu'on te connaisse mieux. Est-ce que, parce que on te voit sur les réseaux sociaux, on a appris beaucoup de choses de ta vie, mais ça me tentait qu'on passe du temps, qu'on passe 1 heure et demie ensemble pour apprendre à mieux connaître cette personne qui est devenue publique, avec qu'on a appris, nous, à connaître publiquement. Euh, c'est qui Chantalane? Ben d'abord, merci Sam pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir que tu aies pensé à moi dans ta série. C'est qui Chantalane dans 1 heure et demie? Ben, je suis une fille qui vient de l'Abitibi. Je suis née à Val-d'Or et puis
un long cheminement qui m'avait d'abord amené dans une carrière en tourisme et j'ai donc atterri à Cuba puis en République dominicaine. En République, je m'étais mariée et j'ai finalement vécu 5 ans en République où j'ai éventuellement contracté la fièvre typhoïde et c'était très, très difficile. J'ai été malade durant 2 ans et mon ex-mari n'avait pas à ce moment-là le visa pour m'accompagner au Canada. J'étais trop malade pour voyager seule, donc j'étais un petit peu captive de la République. Et ce sont finalement des plantes médicinales qui m'ont aidé à récupérer ma santé après 2 ans d'antibiothérapie. Et ça a eu un impact profond sur moi parce que je me disais, waouh, on pense que des plantes, c'est anodin, mais en même temps, la fille de l'Abitibi en moi savait qu'on se faisait des ponces de gin avec de la gomme d'épinette ou de la gomme de sapin. Puis on utilisait plusieurs remèdes à base de plantes déjà dans ma famille, mais on avait l'impression que c'était pas moderne, que la modernité, c'était la médecine conventionnelle. Donc pour moi, que des plantes aient réussi à me soigner alors que j'y arrivais pas avec la médecine conventionnelle, ça a eu un gros impact. Et quand je suis rentrée au Canada, j'avais encore des dommages suite à l'infection de salmonelle. C'est Salmonella typhi qui donne la fièvre typhoïde. Et c'est Joanne Verdon qui m'a aidée à récupérer complètement ma santé. Et donc, j'ai décidé de faire un changement de carrière suite à ça. Bon, avant qu'on parle de la carrière, justement, là, pour bien comprendre, là, donc, toi, tu es né en Abitibi ou... oui, tu es né en Abitibi? Oui, selon mon baptistère. Selon ton baptistère, parce que ça, c'est nébuleux. Là, Oui, mais... en fait, j'ai été adoptée comme beaucoup d'enfants des années 70. Donc, je suis née techniquement à l'hôpital Miséricorde de Montréal, mais on renvoyait les bébés dans les régions d'où les mères étaient issues. Alors, on m'a renvoyée en Abitibi. J'ai été adoptée par une famille de Val-d'Or. OK, donc, par exemple, si ta mère biologique était de la région de l'Abitibi, qu'elle vient accoucher à Montréal, parce qu'à ce moment-là, les accouchements se font souvent de façon clandestine ou en tout cas de façon plus voilée. On préférait te faire adopter par une famille de l'Abitibi pour que tu puisses retrouver tes origines, si on peut les appeler comme ça. C'était peut-être une question de région administrative à ce moment-là. D'accord. Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'était ça la pratique. Donc, on renvoyait les bébés dans les régions d'où les mères étaient issues. Étiez-vous une grosse famille? Avais-tu frères et sœurs? Est-ce que tu étais comblée? C'est un peu complexe dans ma situation. Mes parents adoptifs, ma mère avait eu un premier enfant et avec son premier mari, il y a eu un accident d'auto pendant qu'elle était enceinte. Lui est décédé dans l'accident et elle a accouché. Donc, attends, qui a eu l'accident? Les deux ensemble. OK, elle et son mari. Elle et son mari. Ma mère adoptive et son premier mari. OK, elle est enceinte, elle a un accident. Ils ont un accident, lui meurt. Lui, il meurt, il décède. Durant l'accident et elle accouche. Et elle accouche donc d'un premier enfant. D'un premier enfant. OK. Qui est aujourd'hui ton frère ou ta sœur? Mon frère adoptif. Ton frère. Parfait. Donc, elle élève son enfant, elle retourne vivre chez ses parents. Elle élève son enfant et quand son enfant a 4 ans, le frère du premier mari s'en va travailler dans la région. Bon, tu viens de Mont-Laurier, tu sais qu'on faisait la drave et bon, toute la question de la coupe de bois. Donc, les parents de ma mère adoptive s'occupaient des camps pour les hommes qui venaient bûcher, les bûcherons et tout ça. Et donc, le frère du premier mari arrive dans la région, commence à les visiter parce que c'est son neveu et son ex-belle-sœur, en réalité. Et, oui, c'est ça. Et finalement, ils se marient. Donc, elle marie le frère de son premier mari. Oui. Et puis, avec cet homme, est-ce qu'elle a d'autres enfants? Ils ne peuvent pas avoir d'autres enfants. Ils adoptent une première fille. Une première fille. Qui se fait frapper par une voiture à l'âge de 5 ans. Devant la maison. En fait, mon père était allé pas se loin. faire payer pour un travail. Puis, Donc, elle s'est fait frapper. Elle est décédée à 5 ans. Et le curé du village a eu la bonne idée de leur dire bon, vous avez juste à en adopter une autre. Les curés réglaient ça, eux autres. Ouais. Alors, donc, on remplace un enfant par un autre et c'est toi l'heureux élu. Et c'est moi l'heureux élu qui arrive dans cette famille endeuillée, en plein milieu du drame. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 3 mois. Tu as 3 mois lorsque tu es adopté. Oui. Et puis, donc tu t'en vas vivre en Abitibi avec ta nouvelle famille. Avec ma nouvelle famille. Tu as un frère. Oui, c'est ça. Alors, avec la série d'événements qui ont eu lieu, mon frère est rendu à ce moment-là, donc
je pense à 14 ans ou quelque chose comme ça, là. Donc, on a une grande différence d'âge du fait que ma mère était seule avec lui pendant 4 ans. Après, ils ont adopté l'autre. Après, l'autre est décédé. Après, Mais moi, je ta suis arrivée mère, à elle Dakar. va comment dans ce destin, dans ce destin qui est son premier mari est décédé, elle À adopte un 15 ans, enfant, elle meurt, et puis là, toi, tu arrives là-dedans, c'est beaucoup d'épreuves pour une seule femme. c'est beaucoup d'épreuves et elle a eu un destin, je dirais, parsemé d'épreuves, malheureusement, ma mère. Et donc, ma mère, mais mon père, bon, lui s'est tourné vers l'alcool. Mon frère, mais ça a eu un impact énorme sur lui parce qu'il était présent quand la petite s'est fait frapper et tout ça. Donc, il a vécu, je pense, beaucoup de culpabilité par rapport à ça aussi parce que il voulait aller avec elle. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Elle est allée toute seule et elle s'est fait frapper. Donc, c'était un milieu qui était déjà très traumatisé, en fait, quand j'arrive là-dedans. Et bon, mais comme bébé adopté, on sait qu'on porte déjà des blessures reliées à l'abandon. Et j'arrive dans ce milieu qui va déjà pas super bien. Donc, Et c'est quoi la relation entre ta mère et ton père? ben, il y a beaucoup de violence dans ma famille, de par l'alcoolisme de mon père en grande partie. Donc, beaucoup de violence, beaucoup d'abus à tous les niveaux. Et donc, j'habite dans le fond d'un rang. La famille la plus proche, c'est mes deux cousines. En fait, c'est la sœur de ma mère et ses enfants, mais j'ai deux cousines de mon âge. J'ai une famille de l'autre côté où il y a 10 garçons. Donc, très jeune, j'apprends qu'il faut être hyper performante, il faut être meilleure que les gars pour pouvoir jouer avec eux autres, parce que c'est des frères. Moi, je suis la seule qui ne fait pas partie de la famille, je suis la seule fille. Est-ce qu'on te le rappelle que tu es adoptée? Euh, Pas dans ma jeune Non, enfance, OK. non, parce qu'on est quand même, à travers mes cousines et mes cousins, on est quelques enfants adoptés dans les années Parce que tu aurais 70. pu ne pas le savoir. Oui, mais ma mère m'a toujours raconté mon histoire, OK. donc j'ai toujours su que j'avais été adoptée. Ma mère a une deuxième année de primaire, mais avait une sagesse de vie incroyable. Et elle a toujours fait le choix de m'expliquer mes origines et de m'expliquer comment j'avais été choisie. Parce que quand elle est allée pour m'adopter, il y avait d'autres enfants, mais c'est vraiment... Et comment tu as été choisie? Ben, parce qu'elle a eu un coup de cœur, Ah oui, OK. vraiment. Et ce qui est drôle, c'est que après, quand j'ai gradué en naturopathie, j'avais retrouvé ma mère biologique. Et donc, on était des petites écoles, des petites classes de naturopathie. Tout le monde savait mon histoire. Mais les gens pensaient que ma mère adoptive était ma mère biologique parce qu'on se ressemble Oh, physiquement. wow. Et ma mère biologique, c'est une grande blonde aux yeux bleus. Donc, je trouve qu'en vieillissant, parce que, bon, j'avais quand même 28 ans quand je l'ai rencontrée, donc c'est-à-dire qu'elle en avait 48. Donc, je trouve que maintenant, je lui ressemble plus au niveau de la physionomie. Mais à l'époque, je ne lui ressemblais pas. Je ressemblais vraiment plus à mon père biologique. Et donc, les gens croyaient que ma mère adoptive était ma mère biologique parce que, bien évidemment, elle m'a élevée. Donc, il y a des manies qu'on adopte, il y a tout ça. Et je pense qu'on avait un karma. Je pense qu'on avait des choses à vivre ensemble. Et Est-ce donc, que tu as déjà rencontré ton père biologique également? oui, une OK, seule fois. donc tu as eu cette opportunité de rencontrer ta mère ainsi que ton père biologique. Oui. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'à cette époque-là, il y avait Ah, beaucoup de mon Dieu. secrets de famille. Et ça s'est évidemment pas bien passé si tu me racontes que tu as rencontré une seule fois ton père biologique. Mais ton père adoptif, OK? Ton père adoptif, et c'est lui qui malmenait ta mère Oui. adoptive, là. OK. Et, et cette réalité, cette résidence en Abitibi avec de la violence, quand est-ce que tu as découvert que c'était pas normal Hmm. de vivre dans une maisonnée remplie de violence? Oui. C'est ça, c'est que du fait que je vivais énormément d'isolement, ça a été long avant que je comprenne que c'était pas partout comme chez moi, tu sais. Exactement. Et ben, il y a eu un épisode de violence vraiment particulier quand j'avais 4 ans, quand mon frère est parti de la maison. Lui était rendu donc à 18 ans. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience à 4 ans que ça allait pas bien. Parce que dans une chicane, pendant un souper, mon père a rentré la fourchette dans la main de ma mère. Oh. Et le sang a volé sur moi et tout le monde criait. Et ma mère est partie ce soir-là de la maison pour se sauver. Pour se sauver. Et donc, je me souviens de tout ce qui s'est passé
menant T'avais à 4 son ans. départ. J'ai 4 ans. Et là, tu réalises que ce que tu vois est Il y a quelque peut-être pas chose qui marche normal. pas. Je veux dire, il y a du sang, il y a des gens qui crient, mon frère s'en va, mon père violente ma mère, elle part et moi, je reste là. Donc, Et mon frère est parti, ma mère est partie, mais on me laisse avec l'agresseur. Et donc, à l'époque, on n'expliquait pas aux enfants de long en large ce qui se passait. Alors, pour moi, je suis abandonnée là. Et je suis évidemment traumatisée. D'abord traumatisée parce que le sang de ma mère a giclé sur moi. C'est la première fois que j'ai vu du sang. Et donc, ben, c'est parce que c'est aussi la personne que tu aimes fort probablement le plus au monde. bien sûr, Tu as 4 ans, là. oui, Donc, c'est ta protection. oui, Et puis, elle se fait attaquer. Donc, s'il est capable d'attaquer ta protection, il est capable de oui. parvenir à toi. Et Puis mon frère se sauve et ma mère se sauve. Mais moi, j'ai 4 ans. Alors, je me suis cachée dans le garde-robe. Dans ce temps-là, ils achetaient des caisses de 24, des caisses de bière. Il y avait 2 caisses d'empilées. Moi, je suis assise sur la caisse de 24 derrière les manteaux. Et j'espère qu'il ne me trouve pas. Alors, lui, éventuellement, va se coucher. Et au lendemain matin, ben, il s'habille pour aller travailler. Évidemment, il me trouve dans les manteaux sur la caisse de bière. oh, Et il m'amène me faire garder chez des voisins. Mais il m'explique pas plus ce qui se passe. Et cette journée-là a été une journée déterminante dans ma vie parce que je me rends compte que à ce jour, je fais encore des choix de vie qui sont influencés par cette journée-là. Cette journée-là, il m'amène chez des voisins, il ne m'explique pas ce qui m'arrive. Donc, pour moi, c'est l'abandon. je vais encore me faire adopter. Tu es encore Je abandonné. suis encore abandonnée. Et donc... T'es pas fine. T'es la petite fille pas fine ou qui mérite pas d'avoir un foyer stable. Alors, on on t'envoie. m'abandonne encore. On Alors, je t'envoie. pense, j'avais un sac d'école parce que je devais commencer l'école à l'automne, j'imagine. Alors, je pars avec le petit sac d'école. Je me souviens même pas ce que j'avais mis là-dedans. Mais toute la journée, je l'ai passée assise sur le balcon du Attends. voisin. Oh non, à chercher une solution. Oh, OK. Parce que moi, ils ne viennent plus me chercher. Et là, je sais que pour acheter de la nourriture, ça prend de l'argent. Parce qu'on va à l'épicerie, je sais qu'on prend de la nourriture et on paye avec de l'argent. Et je sais que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais là, moi, dans le fond du rang, là, je connais les jobs de construction parce que mon père travaille comme peintre plâtrier en construction. Il y a un gros camion, des échelles. Je me dis, mais je ne suis pas grande aujourd'hui. Imagine-toi comment j'étais à 4 ans. Alors, je me dis, je suis bien trop petite pour travailler sur la construction. Ma mère fait des ménages à l'occasion. Bien trop petite pour faire des ménages aussi. Et il y a un autobus scolaire qui ramasse les enfants dans le rang. Je me dis, mais je ne serais pas capable de conduire l'autobus scolaire non plus. Alors là, je me dis, mais je suis mal prise. Là, je suis abandonnée et je suis trop petite pour gagner ma vie. Et je me rends compte que j'ai énormément étudié au cours de ma vie parce que quand ma mère vivait de la violence, puis je lui disais, on devrait partir, elle me disait, c'est ton père qui gagne de l'argent. Moi, j'ai juste une 2e année du primaire. Alors moi, c'était clair que j'allais avoir de l'éducation et c'était clair qu'il n'allait pas avoir un homme qui avait de l'argent qui allait me violenter. Toi, tu savais que la clé, là, la clé des champs, là, ça passait vraiment par ton autonomie, Oui, par ta capacité à exact. gagner de l'argent et à ne pas, comme on appelait dans le temps, te faire vivre. Me faire vivre. Et c'était pas toutes les mères de mes amis qui travaillaient. On était à l'époque où les femmes commençaient à accéder au marché du travail, mais moi, il n'y avait même pas de doute dans ma tête que j'allais étudier et qu'il n'y avait aucun homme qui allait avoir ce pouvoir sur moi grâce à l'argent. Mais là, tu es jeune à ce moment-là, tu as encore une enfance à vivre. J'imagine que tu as vécu quoi, les 15, 16, 17 premières années de ta vie en Abitibi? Donc, comme nous tous qui avons vécu en région, on a joué au baseball avec les voisins, on s'est amusé, on a eu du bon temps. L'argent n'était pas une préoccupation parce qu'on s'amusait avec à peu près rien. Mais toi, c'était parsemé. Est-ce que la violence est restée et demeurée au sein de ton foyer, de ta famille, tout le temps que tu as passé? Jusqu'à quel âge tu es resté? Je suis partie de la maison à 15 ans. À Et 15 je suis ans. partie de l'Abitibi à 17 ans. Et les gens me disent, t'es partie jeune. Mais moi, depuis que j'ai 4 ans, que je pensais à mon plan de sortie. Donc, à 15 ans, ça faisait 11 ans que je mijotais mon plan. Mais tu n'as pas amené ta mère avec toi? Non, elle OK. a fait le choix de rester. Je lui ai proposé. Mais c'est un soir, mon père avait été particulièrement violent ce soir-là et c'est moi qui avais écopé parce que le plus souvent, c'était ma mère.
et il a abusé sexuellement de mes cousines dans mon lit à côté de moi durant 7 ans, mais cet épisode-là, je l'avais bloqué de ma mémoire Tu l'avais consciente. carrément esquivé Oui, parce que c'était trop. oui, C'était trop c'était souffrant. trop, avec tout le restant qui se passait, n'ayant pas de non plus tu sais, j'avais personne à qui me confier quand j'étais jeune, parce que dans le fond du rang, c'était comme ça. Vous Donc, étiez isolé, on était vraiment isolés captif des moyens financiers de ton de tout ça, père, mais de la distance aussi, de parce la que j'étais à distance. 12 000 dans le fond d'un rang, donc je sortais pas de là comme je voulais. Alors, le fait d'être toute seule avec ça, ça l'a fait aussi que... puis, j'avais pas beaucoup d'opportunités de sortir parce que, de par l'alcoolisme de mon père, par exemple, j'aimais beaucoup chanter et j'allais dans les chorales d'église. Mais si à Noël, il y avait pris une brosse, ça se pouvait que j'ai pas de transport pour aller faire le solo à l'église. Donc, j'étais devenue vraiment pas fiable sans que ça soit ma faute. Alors, c'était difficile. J'ai fait de la gymnastique de compétition aussi, je faisais de la danse, mais j'étais toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête que je ne savais pas si à la fin je pourrais être au spectacle ou je ne pourrais pas y être. Donc, j'ai vécu vraiment beaucoup d'isolement. Et donc... Et ça n'a pas solidifié vos liens entre ton frère et toi? Cette non, violence, vous n'êtes pas non, parce que rapprochés? lui est parti quand Il s'est la première sauvé épisode de violence est arrivé. Moi, j'avais 4 ans, mais lui en avait 18. OK. Donc, lui a quitté la maison à ce moment-là. Et donc, il a fait sa vie après ça. Et la seule fois où je lui ai demandé de l'aide, qui était un autre soir où il y avait de la violence, et j'avais réussi à l'appeler, on n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Et il m'a dit, va te coucher dans ta chambre, il n'y a rien qui se passe. Mais je veux dire, chez moi, quand je parle de violence, c'était extrême, là. C'était vraiment à coups de poêlon de fonte. C'était extrême. Est-ce qu'on devient violent parce qu'on assiste à de la violence comme ça? Pas dans mon cas. Pas dans ton cas. Mm. Donc, tu n'as jamais été poussé à régler tes conflits par Non. cette violence-là. Non, mais moi, c'était plutôt... J'avais une soif de comprendre parce que c'était illogique pour moi, tout ce qui se passait. Et j'essayais de faire sens de ça. Donc, éventuellement, j'ai commencé à faire du mouvement 12 étapes. Je faisais Alcoolique Anonyme parce qu'il n'y avait pas d'Alanon à l'époque en Abitibi. J'avais besoin de comprendre. Et je pense que ça m'a aussi accompagnée tout au long de ma vie parce que j'ai étudié la naturopathie, l'anthropologie, toujours des moyens de mieux comprendre l'humain. Parce que, justement, ça faisait pas sens. Donc, ça a été comme ça jusqu'à temps que je quitte à 15 ans. J'ai fini mon secondaire en travaillant à Val-d'Or comme je pouvais. Et à 17 ans, je suis venue vivre à Montréal. Pourquoi cégep. choisir... OK, parce que le collège, le cégep est à Montréal. Oui. Dans quel domaine? Moi, j'ai fait... La première carrière que j'ai faite, c'était donc à l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, parce que tout ce que je voulais, c'est partir. OK, donc c'était un choix parce que c'était disponible Oui. comme formation. Avec des prêts et bourses, évidemment. Avec les prêts et bourses, donc... Et puis, donc, je suis rentrée à l'école d'hôtellerie. Finalement, j'ai fait tourisme au Collège April-Fortier. Qui t'a Et là- félicité d'avoir choisi et d'avoir réussi dans ce domaine? Qui t'a félicité? Personne. Personne. Mon fils, la dernière fois qu'on est allé en Abitibi, ça fait à peu près 4 ou 5 ans, il était assez vieux pour prendre conscience de la situation, puis il m'a dit « Maman, toi, t'es la seule dans ta famille qui t'est échappée. » J'ai dit qu'après, je n'étais pas en prison, tu sais. Mais donc, ça a été marquant pour moi. Le fait que mon fils, c'était une forme de félicitation, en fait, de me dire « Wow, tu as réussi à t'éduquer toute seule. » Puis aussi, Marie-Josée, dernièrement, était venue me rejoindre en République dominicaine, qui avait été ma co-animatrice pour DS. Et elle m'a dit « Chantal, tu réalises que c'est presque un exploit que non seulement tu n'as pas de trouble de langage parce que tu parlais pas, tu étais dans le bois avec un chien comme Mowgli dans la jungle, et non seulement tu n'as pas de trouble de langage, mais tu es une communicatrice professionnelle. » Donc, c'est la résilience, je pense, de l'humain, de dire je vais être plus grande que ça. Donc, la petite fille de 4 ans qui se disait comment je vais faire pour gagner ma vie, j'ai surcompensé en étudiant tout le temps, en étant toujours la meilleure partout où je passais pour me prémunir contre le fait d'être dépendante d'un homme qui allait être violent avec moi, par exemple. Donc, tu es à Montréal. Tu étudies en tourisme et hôtellerie, en hôtellerie. Est-ce que tu travailles dans ce domaine? Je travaille dans le domaine, mais je travaille aussi, j'ai une permanence au gouvernement fédéral OK. qui embauchait l'eût plus. cru? Oui, Qui l'eût cru? pour l'assurance chômage, et j'haïssais sans mort. Je regardais chaque minute passer. J'ai détesté mon passage au sein. Toi, t'accordais du chômage à tout le monde, là. Ouais.
On peut-tu partir? Tout le monde méritait son chômage. Et donc là, je me paye éventuellement un voyage à Cuba. Et là, autre moment tournant dans ma vie, écoute, j'arrive à Cuba, je pense que j'ai à peine 18 ans. Et là, je découvre évidemment les Caraïbes, la musique, les Cubains et la danse cubaine. Et là, je me dis, ah non, mais T'es dans ton je élément. suis dans mon élément, je suis faite pour vivre ici. Je devais être là 2 semaines, je reste 3 semaines, je reviens au Québec, je parle espagnol. Et là, je me dis, Toi, tu as eu un déclic comme si tu avais déjà c'était vécu chez moi. dans une vie antérieure, Oui, comme si tu avais déjà, tu l'as abordé à un moment oui, donné, je t'écoutais, oui, comme si à un moment donné, tu avais c'est déjà, chez moi. tu avais tous les codes, Oui, tu oui, comprenais déjà cette société, oui. tu communiquais avec eux mieux qu'avec n'importe Et qui. c'est fou Tu parce étais que, chez toi. oui, je suis chez moi à Cuba. Et quand l'avion descend pour atterrir, là, je deviens là, tellement excitée. Il y a quelque chose, c'est comme quand tu branches ton cellulaire, il y a quelque chose qui s'allume en moi. J'adore Cuba, j'adore les Cubains à ce jour. Et donc, je reviens au Canada, mais là, je suis étudiante en tourisme hôtellerie et je dis, moi, je vais aller travailler à Cuba. Et là, tout le monde me dit, non, non, mais c'est pas possible parce que ils embauchent que des Cubains. Il y a un ou deux postes de Canadiens comme superviseur. Je dis, bon, tant qu'il y en a un, ça va être pour moi. Et là, je découvre le pouvoir de la manifestation et je manifeste et j'obtiens le poste à Cuba. Donc, j'atterris à Cuba à 19 ans et j'ai passé donc les 2 premières années de ma carrière à Cuba. Tu fais quoi à ce moment-là? Je suis représentante à destination. Donc, je reçois, quand vous allez en vacances, la fille à l'aéroport avec la pancarte. C'était moi. Et donc, de Cuba, on me transfère éventuellement en République dominicaine. Je reviens faire l'Ouest canadien entre-temps. Et là, l'hiver revient et on m'envoie à Punta Cana, en République dominicaine. Punta Cana commençait comme destination. Il y avait 3 hôtels, c'était tout petit. Et je commence à faire de la plongée. En fait, j'avais amorcé ça à Cuba, mais je développe vraiment l'amour de la plongée là. Je continue à danser, évidemment, en travaillant, mais tu sais, je suis jeune, j'ai pas de responsabilité au Québec. Je vis dans le sud, la vie est belle. Et je tombe en amour avec un Dominicain. Ce qui devait arriver arriva. Et donc, je me marie avec le Dominicain, mais là, moi, je devais partir pour Aruba. Ma prochaine destination, c'était Aruba et je décide de quitter l'emploi avec Vacances Air Canada à l'époque et de revenir en République dominicaine. Mais là, je dois vivre comme une Dominicaine. Là, j'ai plus d'emploi avec une compagnie étrangère. Et ouais, là, je commence à manger comme une Dominicaine, à boire de l'eau du robinet comme une Dominicaine et éventuellement, je suis tombée très malade. Et c'est ça. Ça a été 5 années de vie en République dominicaine après ça. Et je suis rentrée au Canada parce que j'étais malade et que, bon, je commençais à aller mieux à cause des plantes médicinales. Et donc, au Canada, je fais un changement de carrière parce que j'ai trippé ma vie sur les plantes et je me dis, c'est trop wow. En fait, Donc, j'avais... ta maladie Oui, t'a amené à découvrir ta nouvelle profession. oui. Et, Alors, comme oui, quoi, hein, que... oui, mais je pense que ça avait toujours été là. Ce qui arrive qu'à Val-d'Or, évidemment, on ne connaissait pas dans Ouais, ces on années-là t'était la pas... naturopathie, mais on avait, je ne sais pas si tu avais ça chez toi, mais l'encyclopédie Groslier. Oui, bien sûr. Alors, on avait un livre médical, un gros guide médical. Et moi, bon, évidemment, je n'avais pas tonnes de choses à lire en Abitibi chez moi, mes parents qui ne valorisaient pas particulièrement l'éducation. Et j'avais appris, en fait, le guide médical. Donc, c'était mon livre de chevet, le livre médical. Je tripais sur les images et tout. Mais la médecine conventionnelle ne m'interpellait pas. Et la seule autre option, c'était la chiropratie, parce que comme danseuse, je m'étais blessée. C'était un chiropraticien qui m'avait aidée. Et donc, j'adorais ça. J'aimais ça rentrer dans cette clinique-là. J'aimais son énergie. Et j'aimais aussi tout cet aspect de l'énergie du corps qui pouvait nous guérir. Mais à l'époque, la chiropratie s'enseignait seulement au Collège Palmer à Toronto. Ça coûtait 50 000 $. Puis là, il y a 30 ans, là, c'était beaucoup d'argent. On les appelait les ramancheurs. Oui, Hein? C'est ça, hein? ouais, tout Oui, ça. on mettait ça clandestin pas mal. Ouais. Et puis... Il faut dire que comme c'était pas réglementé, il y en avait qui étaient des oui, je pense ramancheurs, que, tu sais, bon, c'est mais il y ça. avait ceux aussi On a tous connu quelqu'un qui a été capable de marcher parce qu'il a consulté qui un étaient allés ramancheur. voir quelqu'un. Mais c'était vrai que c'était C'est ramancheur, ça. souvent clandestin. Mais là, toi, tu tombes vraiment
dans un élément là, qui, je veux dire, ça t'interpelle, tu te soignes, bon, en tout cas, tu te guéris, on ne peut pas dire guérir, mais tu te soignes, tu t'améliores ton sort par l'approche avec les plantes et tu décides d'en faire une carrière. Et puis, mais je pense que le désir de voyager n'est pas loin quand même. Je pense qu'il y a quand C'est même vraiment... que Oui, tu as oui. été capable de faire une prolongation de ça, mais de te ramener à ton désir de voyager. Qu'est-ce qui se passe, là? Comment se passent les études? Et puis, Ben, étais-tu fier de toi, premièrement, de réussir à te reformer ou en tout cas d'aller chercher d'autres formations supplémentaires? pas tant parce que, tu sais, j'ai gradué en 98, là, ça fait donc 26 ans que je suis dans le domaine. Et on n'avait pas du tout de reconnaissance sociale à ce moment-là. OK. Donc, moi, je sors de là comme une preacher qui veut convertir tout le monde parce que, OK. tu sais, moi, ça a sauvé ma vie. Alors, je veux expliquer à tout le monde que ça fonctionne pour vrai. Mais là, je me heurte à tous les préjugés de l'époque et au fait que, oh, mais toi, tu es juste une naturopathe. Alors, évidemment, la petite fille de 4 ans qui veut performer pour survivre, Pas qu'on la laisse sur le balcon. ou alors retourne à l'université. Je me dis, bon, si ça prend juste un PhD après mon nom pour qu'on m'écoute, on va aller le chercher. Et donc, je retombe là-dedans. Donc, c'est jamais assez en réalité pour que je me sente satisfaite. Donc, OK. je continue à étudier au travers de ça. Et ça m'a emmené vers l'anthropologie. Et à travers ça, bon, éventuellement, parce que je parlais évidemment français, anglais, espagnol, on m'a approché pour aller faire des missions humanitaires à Cuba. Et moi, ça faisait quelques années que je n'avais pas voyagé parce qu'au travers de ça, j'ai mon fils. Et donc, on n'a pas les moyens financiers. Je suis à l'université, j'ai un jeune enfant. On n'a pas les moyens de voyager. Mais donc, on m'approche pour aller faire une mission humanitaire. J'ai des gens que j'avais aidés avec leur santé qui décident de financer mes missions. Et donc, je pars comme ça en mission à Cuba pour une première fois. Et ça a été le début d'une collaboration qui a duré jusqu'au début de la pandémie. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à collaborer avec différents chercheurs, différents Avec le médecins gouvernement cubains. cubain. Oui, C'est quoi? C'est que vous présentez des congrès, des formations pour les gens dans la santé là-bas ou ouais, vous vous en fait, adressez aux citoyens? Comment ça fonctionne? ouais, en fait, c'est que j'ai fait un peu de... Parce que ça s'est étalé sur au moins une quinzaine d'années, donc j'ai fait beaucoup de choses au travers de ça. En fait, c'est une fille qui est devenue ma meilleure amie, qui s'appelle Tania, qui, elle, a fait sa carrière au Japon. Elle est cubaine, mais elle a fait ses études supérieures au Japon. Elle travaillait dans les imageries médicales et tout ça avec son mari japonais. Et elle était particulièrement intéressée à l'Alzheimer et au curcuma. Et moi, j'étais conseillère médicale pour une compagnie de suppléments nutritionnels au Canada. Et le curcuma était un de nos produits vedettes. Donc, j'étais très, très, très connaissante au niveau du curcuma. Et elle voulait commencer à faire la culture du curcuma à Cuba. On doit comprendre que les Cubains, à cause de l'embargo américain, ont beaucoup développé les approches traditionnelles et la médecine à base de plantes, la phytothérapie, pour avoir une certaine autonomie en santé. Donc, il y a beaucoup d'ouverture du côté des Cubains pour les approches complémentaires. Par contre, ils ont une approche traditionnelle, c'est-à-dire qu'eux ne travaillaient pas à partir, par exemple, des principes actifs de plantes. Toute l'approche scientifique qu'on a en Amérique du Nord de la phytothérapie, eux autres, c'est vraiment des guérisseurs traditionnels qui font sécher leurs plantes et tout ça. Donc, quand ils ont compris ce que moi je faisais, ils voulaient amener cette approche scientifique dans ce qu'ils faisaient. Et donc, j'ai commencé à travailler comme consultante. Et toujours sur une base volontaire, évidemment, mais j'en retirais tellement de satisfaction que j'ai continué pendant des années. Et avec Tania, elle a commencé à publier des travaux de recherche sur le curcuma qu'elle faisait là-bas. Moi, j'ai commencé à collaborer aux travaux de recherche. Et c'est là qu'on a, à travers ça, créé un congrès qu'on avait commencé à présenter annuellement. Et on l'a fait comme pendant 4 ans. Et là, la pandémie est arrivée, mais déjà en 4 ans, on avait débordé grandement de Cuba. On commençait à avoir des gens qui venaient d'un peu partout en Amérique latine. Et donc, c'était moi, je travaillais toute l'année pour m'en aller à mon congrès à Cuba. C'était ce que je préférais faire. Et là, tout d'un coup, arrive la pandémie et on ferme les frontières aux non-injectés. Donc, évidemment, c'était... Donc, ce qui a mis un terme à tes présences qui étaient annuelles à Cuba. On va parler de la pandémie d'une autre façon, mais avant tout, j'aimerais qu'on parle pour qu'on apprenne à mieux te connaître également. Je sais que tu as été très transparente
sur ton blog. Tu présentes beaucoup de choses, mais j'aimerais ça qu'on parle de ton fils pour ce qu'on peut en dire, parce que c'est un fils aussi qui vise la performance. Il a ce trait de sa mère. Parce qu'il est dans les études, Il est très compétitif. il est très compétitif. Alors, tu lui as transmis ça, tu l'as encouragé, parce que je crois que depuis qu'il est jeune, qu'il est inscrit à des séances, à des équipes de performance. Oui, en fait, c'est venu tout seul. C'était un peu mon anxiété. Comme moi, j'avais été privée de faire plein d'activités. Je voulais que mon fils fasse de tout, mais en même temps, j'avais aussi vu des parents qui imposaient à des enfants qui n'avaient aucun talent musical, par exemple, de jouer du violon. Et je voulais pas être cette mère-là. Donc, je voulais qu'il puisse se réaliser, mais je me disais, il y a tellement d'options à Montréal, parce que j'ai eu mon fils à Montréal, il a grandi à Montréal, et je me disais, mais comment je vais faire pour choisir? Mais je me disais, bon, je vais l'exposer à plein de trucs. Et ça ne s'est pas posé, mais d'abord, Gabriel, évidemment, est un enfant désiré, mais je n'avais pas nécessairement prévu sa date de naissance, mais si ça s'était passé tel que prévu, la date prévue d'accouchement est ma date de fête. OK. Donc, finalement, j'ai eu une césarienne d'urgence, il était en mauvaise présentation et tout ça, et il est quand même Scorpion ascendant Sagittaire comme sa mère, tu sais. Donc, c'est vraiment mon gros miroir, là. Gabriel et moi, on a beaucoup de points communs. Et donc, c'est une dérogation scolaire. Il a commencé l'école à 4 ans. Il est arrivé à 4 ans à la maison avec un numéro de téléphone. Il y avait eu une démonstration de taekwondo. Il a dit, je veux faire du taekwondo. Bon, ayant grandi à Val-d'Or, tout le monde jouait au hockey. Moi, je déteste le froid, je déteste les arénas. Je dis, parfait, il n'y a pas d'aréna. Dans le taekwondo, l'équipement n'est pas trop cher. Petit guidou, on y va. Et donc, il a commencé le taekwondo à 4 ans. Il est devenu champion canadien. Il est allé représenter le Canada en Corée. À 13 ans. Donc, ça a été ça aussi quelque chose d'important dans notre vie parce que moi, on n'avait pas les moyens que je l'accompagne en Corée. Il est allé avec son coach. Mais, ouais, il n'a pas gagné en Corée, mais quand même, il est allé représenter le Canada à 13 ans. Il rêvait de voir la Corée aussi parce que c'est le lieu de naissance du taekwondo. Et il a fait le sport-études en taekwondo. Il a fini en boxe parce qu'il a eu un problème avec son coach. Et présentement, il est au sein des Forces armées canadiennes. Il étudie pour devenir ingénieur. Lui, il reste une année à compléter pour devenir ingénieur dans les Forces armées. Tu es fière de lui? Je suis très fière de lui parce qu'on ne l'a pas eu facile. Mon gars a été diagnostiqué avec un TDAH, mais on a fait le choix de ne pas le médicamenter. Mais ça a été... on a eu beaucoup de défis au cours de ses études. C'est sûr que le sport-études a été très, très, très aidant parce que là, il faisait de l'académique le matin, mais l'après-midi, il savait qu'il pouvait se défouler. Mais oui, ça a été très, très difficile. Je me suis séparée alors qu'il avait à peu près 10 ans aussi de son père. Et puis, donc, la garde partagée et tout ça, c'était... on a eu beaucoup de défis. Alors, pour moi, qu'il soit en train de compléter une carrière de niveau universitaire en ingénierie au sein des Forces armées, qui ait conservé une santé extraordinaire. Mon gars s'entraîne 2 fois par jour, même s'il ne fait plus partie d'une équipe, on va dire, à un niveau presque olympique. Il est super en forme. Il prépare ses protocoles de soins. Il me les fait valider. « Maman, c'est-tu bien ça qu'il faut que je prenne? » Donc, c'est sûr que je l'allaitais sur les CA de l'Association des naturopathes agréés du Québec, dont j'ai été VP pendant des années, tout ça. J'enseignais les week-ends dans les écoles de naturopathie. Donc, tout le monde dans le milieu de la naturopathie a vu mon fils grandir. Et il a tout le temps baigné là-dedans. Mais il a vraiment adopté ce mode de vie-là. Donc, ça, c'est de ça dont je suis particulièrement fière. Autre que de lui enseigner une méthode de travail ou... des protocoles ou des connaissances avec les plantes ou qu'est-ce que tu lui as enseigné dont tu es très fière? D'aller au bout de ses rêves. Les gens vont toujours émettre des opinions, on va rencontrer de l'adversité, on va douter de nos choix, mais de quand même aller au bout, même si c'est pour te rendre compte que tu veux prendre une autre direction après, mais de ne pas abandonner, d'aller au bout de ce qu'il a envie de faire. Je pense que tu es fier du fait que maintenant, il y a des amis avec des origines différentes, avec peut-être des qui ont des opinions ou des façons de voir la vie différentes de nous.
ce côté-là très international, ce côté d'aller chercher les gens pour ce qu'ils sont réellement et non en format, et non en Mhm. fonction d'un format, euh, ça vient ça vient de son père, de sa mère, parce que son père, il est pas d'origine canadienne. Mhm. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que le petit comprenne que finalement, nous sommes des citoyens du monde? Ouais, ben je pense que les jeunes de Montréal, hein, mon gars, 22 ans, s'en va sur 23. Je pense que maintenant, c'est beaucoup comme ça parce que on a juste à écouter le français de maintenant où il y a énormément de mots arabes, il y a des mots créoles, il y a des mots anglais. Donc, Montréal demeure une ville extrêmement cosmopolitaine. Donc, je pense qu'il est le produit de son environnement. De mon côté, mon père biologique est italien. Donc, je n'ai pas grandi avec lui, ce qui fait que je n'ai pas endossé la culture italienne. Euh, le père de mon fils est d'origine cubaine du côté de sa mère et jamaïcaine du côté de son père, Wow! mais il est né dans le Grand Nord canadien et a grandi à Sherbrooke. On a des familles un peu mêlées, nous. Et donc, Gabriel connaît sa grand-mère. Son grand-père était déjà décédé quand il est né, mais il y a des liens avec sa grand-mère cubaine. On est allé évidemment souvent à Cuba. J'ai aussi amené mon fils en Jamaïque parce qu'il voulait connaître cette partie-là de son héritage. Et mes amis à moi sont aussi beaucoup de personnes qui ont fait de la coopération internationale, de par mon amour de la danse aussi. J'ai été dans différentes écoles de danse. Alors, on a toujours baigné un peu dans un milieu très ouvert sur le monde. La nourriture, on aime aussi les restos de toutes sortes. Et donc, mon fils est le produit de son environnement. Alors, effectivement, son meilleur ami est québécois, mais d'origine chinoise. Son autre deuxième meilleur ami est d'origine africaine. Il y a vraiment les Nations unies se côtoient autour, anciennement de ma table au Québec, mais aussi dans son milieu. Donc, ça aussi, pour moi, c'est important. Et je trouve que les jeunes aujourd'hui aussi, par rapport à tout ce qui est orientation sexuelle, les différentes étiquettes, en fait. Les cloisons aussi, Oui, hein? c'est ça. On est peut-être la dernière génération, Chantal et moi, Absolument. et toi et moi, là, de vivre avec des cloisons Oui, imposées peut-être par des croyances ou oui. des paroles bibliques ou des paroles de saints, etc. C'est d'avoir un L'héritage. enseignement, là, Oui. peut-être que eux autres qui ne le voient pas comme ça, Ils sont pas du tout comme ça. ils ont quelque chose à nous enseigner Je là-dedans. pense, parce que même au niveau, quand il était adolescent, c'est un petit peu encore le running gag qu'on a, parce que les jeunes s'adorent ensemble. Tu sais, nous, à l'époque, on dormait avec un gars, c'était notre chum, mais c'était pas... Oui, on avait appris que la chambre, la chambre, c'était intime, là. c'était C'était pas... intime, On n'invitait pas n'importe qui caché. dans notre Il chambre. fallait pas qu'il y ait de bruit qui sorte de Mais là. les jeunes s'adorent avec des filles qui sont, comme mon fils, qui sont pas leurs blondes, qui, tu sais, ils ont pas tout ce bagage et ces tabous-là, peut-être qu'on avait. Peut-être aussi que dans certains cas, ça va trop loin de l'autre côté. Mais il me parlait d'une jeune, évidemment, comme j'étais une mère célibataire, j'ai juste un enfant, j'étais proche de lui, j'étais proche de ses amis. Et j'enseignais pendant un temps le cours d'éducation sexuelle aussi dans les écoles. Donc, les jeunes étaient toujours très curieux de venir chez moi parce que j'avais du matériel d'enseignement. Puis ceux dont les parents étaient moins ouverts venaient s'éduquer chez moi. Alors, j'étais proche. Et une amie, entre autres, de mon fils qui change d'orientation sexuelle et il me parlait de ça comme si, tu sais, comme elle est allée en voyage dans tel pays. Ah, ben là, présentement, elle est avec une Ouais. fille. Ils n'ont pas ça, mais même quand il était très jeune, je me rappelle, il était à la garderie et il y avait son ami qui n'avait pas de cheveux. Je pense qu'il faisait des traitements de chimiothérapie. Et ils ont fait une photo de groupe et je ne retrouvais pas l'enfant en question dans la photo parce qu'ils lui ont mis un foulard sur la tête, il avait mis un foulard noir. Et donc, je ne le trouvais pas. J'ai dit, Mario, il n'est pas là. Il me dit, oui, il dit, regarde, il est là. Je dis, ah, je ne l'avais pas reconnu parce qu'à cause du foulard, parce que d'habitude, il n'y a pas de cheveux. Puis mon fils me dit, mais moi, maman, il y en a des cheveux, c'est juste ils sont fins. Parce qu'il y avait comme... Lui, il remarquait pas ça. Ouais. Tu sais, ils sont pas là-dedans dans c'est ça, les cloisons, les étiquettes. Ils sont vraiment dans valoriser la personne qui est devant eux. Et ça, je trouve ça intéressant. Je pense que, comme tu disais, on a quelque chose à apprendre à ce niveau-là de nos jeunes.
À quoi qui ressemble ton réseau lorsque tu es justement une mère, une solo parentale qu'on appelle? Est-ce qu'on dit ça comme ça, une solo parentale? Monoparental. Monoparentale, oui, oui, c'est ça que je cherchais. Tu éduques ton fils, tu le scolarises. Ben non, c'est-à-dire qu'il va à l'école officielle, Oui, OK? Toi, tu te contentes de l'éduquer, ce qui est déjà gros. Tu l'inscris à des sports. Tu bâtis ton environnement de professionnels autour de toi. Tu ouvres même une clinique. Tu sers la population montréalaise dans Outremont, etc. Donc, tu te construis un réseau. Tu es bien en vue. Tout le monde te connaît dans le milieu de la naturopathie au Québec. Euh, Tu te promènes, j'imagine, de différents endroits au Québec pour former, pour appuyer des gens qui sont naturopathes. Donc, tu développes un réseau quand même assez important. Et ton réseau personnel à ce moment-là, oui, le parallèle qu'on peut faire, est-ce que tu as tout misé au niveau professionnel, puis tu as un petit peu négligé le côté personnel? Est-ce que... définitivement. C'est devenu très lié en réalité, parce que oui, bon, ma clinique était dans Westmount. J'ai eu ma clinique pendant 9 ans dans Westmount. Et donc, bon, je gérais, bon, j'allais à McGill, j'avais ma clinique et je gérais un magasin de produits naturels en bas de ma clinique qui n'était pas le mien. Mais donc, j'avais des employés de qui j'étais devenue très proche, les autres professionnels de la santé dans la clinique, infirmières, médecins. Donc, ça a duré 9 ans. Et vers la fin de ça, m'a approché une compagnie de suppléments nutritionnels pour être conseillère médicale. Au début, c'était à temps partiel. Éventuellement, l'édifice où ma clinique était dans Westmount a été vendu. Et donc, j'ai accepté de faire le saut à plein temps pour la compagnie. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée, j'habitais Rosemont, il y avait une petite clinique près de chez moi qui était multidisciplinaire, masso et tout. Et donc, au lieu d'avoir ma grande clinique où je sous-louais des locaux, j'ai loué, moi, un local dans l'autre clinique, étant donné que maintenant, je travaillais à plein temps pour la compagnie. Alors oui, je donnais des formations au Québec, mais aussi ailleurs au Canada. Parce que je suis assez spécialisée dans les hormones, donc même au niveau de la compagnie, il y avait à ce moment-là un naturopathe qui était plus senior que moi. Il s'occupait de la partie anglophone parce que lui était gradué en Ontario, mais ce n'était pas un spécialiste des hormones, donc régulièrement, on m'amenait aussi pour former. Alors oui, les naturopathes, mais il y a d'autres professionnels de la santé qui ont des comptes professionnels avec cette compagnie-là. Alors moi, je formais les gens sur les produits. J'ai fait du développement de produits, j'ai fait de la recherche, j'ai fait à peu près tous les aspects en 26 ans de carrière qu'on peut penser dans l'industrie des produits naturels, incluant la traduction de documents, la production de catalogues et tout ça. Et donc, pendant ce temps-là, bien, avec la clinique, les études de mon fils, c'est sûr que ma vie personnelle a pris vraiment le second plan. Je me disais, bon, quand mon fils sera grand, il sera temps bon, de retourner vivre dans le sud, peut-être d'une part, et d'avoir une vie de femme, d'avoir une vie personnelle. Mais je suis quelqu'un... C'est drôle parce que quand je dis que je suis gênée, ça fait toujours rire les gens. Parce que je suis évidemment une conférencière et je suis connue sur les médias sociaux, mais dans ma vie personnelle, je suis une personne gênée, je pense à cause de la petite fille abandonnée. Donc, je suis quelqu'un qui est aussi très, très, très fidèle aux personnes que je connais. Par exemple, ce matin, je suis allée chez ma coiffeuse. Ça fait plus de 25 ans que c'est ma coiffeuse. Hier soir, je suis allée souper avec mon ami de plus longue date. Ça fait plus de 30 ans qu'on est amis. Donc, je suis quelqu'un de très, Très très loyal, fidèle. très Absolument. fidèle. Absolument. Puis, mais avec ces qualités, ces belles qualités-là, on peut se créer un réseau qui aurait été un petit peu plus personnel, mais toi, ça tournait autour de la santé, autour de ta profession. Oui. Et puis, donc, volontairement, tu n'as pas refait ta vie comme on appelait Oui. autrefois, refaire sa vie, se faire un conjoint et d'avoir une vie commune avec quelqu'un. Tu as laissé ça de côté, puis tu t'es consacré au développement Oui. de ton enfant et de ta profession. Oui, mais je pense que le timing était peut-être pas là aussi. Aucun regret. Non. Euh, quand je me suis séparée, je pensais, à ce moment-là, j'étais dans la jeune quarantaine, de peut-être me remettre en couple et tout, mais les circonstances ne se sont pas prêtées à ça. Je pense qu'intuitivement, j'ai toujours su aussi que mon avenir à long terme n'était pas au Canada. Et mon fils me l'a rappelé quand il est venu à la fin mai en République dominicaine, parce qu'on avait cette conversation de est-ce que je vais rester là-bas et tout. Et mon fils m'a dit, mais maman, tu me l'avais toujours dit
que tu allais rester au Québec jusqu'à temps que j'ai 18 ans, mais qu'après, tu ne le savais pas. Et donc, quelque part, j'avais programmé, entre guillemets, mon fils. Et je me suis jamais imaginé, par exemple, avoir un bungalow au Québec avec un chien, puis... C'était pas dans les images Non, sur sur ton mon vision tableau, board. sur ton tableau de vision, de manifestation, c'était pas sur ton tableau. Non. Justement, comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un qui entend un premier ministre nous menacer de ne pas pouvoir quitter le pays lorsqu'on est appelé comme toi, lorsqu'on... Moi, j'irai pas jusqu'à là, mais j'ai comme l'impression que tes origines sont réellement à l'extérieur du Canada pour que tu te sentes à l'aise comme ça à l'étranger, dont à Cuba qu'on parlait. Mais ça, on peut en parler pour rire, mais toi, là, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit lorsque le premier ministre canadien a menacé tous les Canadiennes et les Canadiens de devoir rester au pays et d'empêcher d'autres personnes de venir au Canada? On saura aujourd'hui qu'il y avait certaines personnes qui avaient le droit, mais pour l'ensemble des Canadiens, on barrait les frontières. Ouais. Toi, là, à ce moment-là, est-ce que tu te pinces? Est-ce que tu penses que tu es dans un cauchemar? Comment tu réagis comme citoyenne du monde, là, comme personne qui est capable de vivre à l'étranger aussi bien qu'au Canada? Ça a dû te faire un choc. Moi, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que là, il faut comprendre que c'est pas arrivé au début là, de la pandémie. Non. Moi, dès le début, en fait, comment ça s'est passé, c'est que je faisais de la recherche pour le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes en 2019. J'étais sur un projet de 5G. Et j'étais tombée sur un décret publié par la Maison-Blanche concernant un vaccin obligatoire. C'était daté d'octobre 2019. Je suis tombée là-dessus en décembre 2019. Et je me suis dit, c'est impossible avec toutes les exemptions, blablabla, les Américains n'accepteront jamais ça. Et ça reste dans un tiroir dans ma tête. Je m'en vais à mon congrès à Cuba en janvier. C'est le festival de jazz cubain. Avec tout ça, je passe presque un mois à Cuba. Et je reviens au début février. Et là, on commence à parler à la télé. Moi, j'ai pas le câble chez moi. Je suis dans un resto parce que j'arrive de l'aéroport. Mais c'est-à-dire qu'on se moque des Chinois. On se moque des autres par rapport à ça, mais nous, on se prépare pas. On n'est pas en train de préparer les CHSLD puis les hôpitaux à subir. Là. Mais le ton de la nouvelle était déjà un peu stressé. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils viennent de le trouver, le prétexte pour le fameux décret du vaccin que j'avais vu. Et donc, je sais ce qui s'en vient. Et je sais ce qui s'en vient parce que, comme anthropologue, formée en anthropologie médicale de McGill, je m'intéressais déjà aux dynamiques de pouvoir parce que, justement, de par ce que je faisais à Cuba, j'avais très, très bien compris que toute la game de Big Pharma, la question des plantes médicinales qui n'avaient pas leur place, c'était pas une question d'efficacité puisque 70% des médicaments de synthèse sont des copies des molécules de plantes qu'on peut breveter. Donc, je m'intéressais déjà aux dynamiques de pouvoir, particulièrement par rapport à Big Pharma, mais ça m'a amené, de par le fait que je vivais dans différents pays, à l'aspect géopolitique aussi. Donc, je m'intéressais déjà à tout ça. Et là, puis bon, j'avais l'année d'avant présenté mes travaux que j'avais fait comme stage d'anthropologue. J'avais présenté mes travaux à Seattle durant un congrès d'anthropologie. J'avais visité la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc, je m'étais intéressée à ce qu'ils faisaient en Afrique et j'avais compris ce qui se passait. Donc, quand tout ça a commencé, moi, j'arrivais déjà avec un bagage. Ce qui fait que immédiatement, j'ai compris et immédiatement, j'ai commencé à dénoncer. Et immédiatement, j'ai dit, ils s'en viennent avec un vaccin obligatoire. Et là, tout le monde m'est tombé dessus. J'étais folle, j'étais tout ce que vous voulez. Une méchante complotiste. J'étais une méchante complotiste et une des premières et une des seules à ce moment-là, professionnelle de la santé, qui s'est manifestée publiquement contre et qui a commencé à lancer l'alarme. Et donc, évidemment, ça a eu beaucoup d'impact aussi dans mon milieu parce que même si il y a deux théories là, au niveau de l'immunité, on commence à le savoir maintenant, il y a la théorie des vaccins, mais il y a la théorie de l'immunité naturelle. Comme naturopathe, nous, on croit à renforcer notre immunité naturelle et non pas aux vaccins provenant de l'extérieur. Et bon, c'est sûr que ce qu'ils ont proposé, c'était même pas un vaccin. Maintenant, on sait toute cette histoire-là, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que à ce moment-là, moi, je parle déjà contre ça, j'explique déjà ce qui se passe. Et là, même les gens de mon milieu, et ça, c'était très particulier pour moi parce que d'habitude, on a toujours été un peu les moutons noirs. Les naturopathes, on ne suivait pas le courant. Mais là, c'est que même ma gang de moutons noirs se tourne en grande partie contre moi.
la compagnie pour laquelle je travaille depuis 13 ans m'envoie une lettre qui m'exige de me dissocier publiquement de la compagnie parce qu'ils ne veulent pas être associés à mes propos. Aujourd'hui, on comprend, j'ai des émissions de radio à ce moment-là, même affaire. Donc, partout où je passe de la personne qui est payée pour parler de produits à la personne qu'on ne veut pas voir Toxique. associée, oui, au produit. Et pourtant, j'ai le même discours. Et donc, dans le courant de ça, bon, on arrête d'aller à l'extérieur. Alors moi, mon plaisir dans la vie, c'était d'enseigner, de voir l'étincelle qui allumait dans les yeux des gens. Mais là, du jour au lendemain, je ne les vois plus parce que j'enseigne en ligne. Et mon passe-temps, c'est d'aller danser, c'est de prendre des cours de danse, c'est de donner des cours de danse. Et là, je ne peux plus aller danser non plus. Et là, ce qui me reste, parce que moi, j'ai toujours un bac en plastique avec des trucs prêts pour partir quelque part. Et là, je ne peux plus voyager non plus. Donc déjà, là, moi, je me sens étouffée. Je vis seule. Tu te rappelles qu'on a eu un couvre-feu. On ne peut pas inviter de gens chez nous. Bon, tout ça. Mon fils est en Ontario parce qu'il est au collège militaire. Et donc, à un moment, on ne peut plus non plus traverser en Ontario. Alors, mon gars est en quarantaine, peut pas... Alors, là, moi, mon gars vient de partir de chez moi. Mon gars avec lequel je vis seule depuis 10 ans est rendu en Ontario. Je ne peux pas le voir comme je veux. Ma mère est en Abitibi. Elle a un cancer que c'est moi qui traite, entre guillemets, depuis 5 ans. Ma mère avait fait le choix de ne pas aller en médecine conventionnelle. Et là, ma mère décide d'arrêter de faire ses soins et de se laisser aller parce qu'elle ne peut pas accepter de vivre comme on lui impose de vivre avec la pandémie. Quand mon gars est rentré dans l'armée, mon gars n'avait jamais eu aucun vaccin. On lui a donné 8 vaccins que je n'ai pas pu éviter. Et il a reçu les 2 vaccins expérimentaux. Alors déjà, moi, c'est un stress énorme pour moi parce que là, tout d'un coup, mon enfant jamais vacciné, on lui balance tout ça à quelques semaines d'intervalle. Ma mère se laisse mourir d'un autre côté. On va m'empêcher d'aller voir ma mère mourante. J'étais au téléphone avec elle quand elle est morte parce qu'on ne m'a pas laissé aller, même si elle était dans un centre privé de fin de vie, parce que j'étais dans une zone rouge et ma mère était dans une zone jaune à ce moment-là. J'avais un copain militaire qui avait tout organisé pour venir avec moi, mais la coordonnatrice du centre a refusé catégoriquement que j'entre dans le centre. Alors, je n'ai pas pu voir ma mère mourir. Moi, ça faisait 25 ans que je n'avais pas pris une prescription d'antibiotiques, Samuel. Et là, le stress de tout ça, mon immunité tombe et là, je me tape une infection urinaire. Mais là, je m'en sors plus là, avec rien de ce que je connais. J'ai dû me taper 5 prescriptions d'antibiotiques pour me sortir de là. Ça ne sortait plus, mais je sais que c'était la rage à l'intérieur qui faisait ça. Et là, quand il a dit « on ferme les frontières », j'ai dit « that's it ». Toi, tu plies That's bagage. That's it. Comment, et je suis partie. Et ça a pris combien de temps entre le moment où il a menacé de fermer les frontières et... 2 semaines. 2 semaines. Donc, en 2 semaines... Tu as une clinique à ce moment-là? Ah, mais la clinique était fermée à cause en raison du gouvernement. Alors donc, là, je ramène toutes les affaires que j'ai à la clinique chez moi. Tu as encore ton appartement. J'ai encore mon appartement, ma voiture stationnée devant la porte. Je prépare 2 bagages. Je prends des gigs extras sur Google Drive. J'envoie toutes mes données là-dedans. Est-ce que tu conserves ton appartement ou tu le sous-loues? Je conserve mon appartement. Ah, il est vide? Les draps. Non, le lit est fait, les draps. Tu continues à payer ton appartement? Moi, je suis partie telle quelle parce que je me suis dit... Ça va durer 2 mois, 3 mois. Les gens, à un moment donné, vont comprendre ça se peut pas qu'ils continuent comme ça. Alors moi, dans ma tête, je vais aller attendre que la tempête passe. Et là, à ce moment-là, il y avait les tests PCR. Et donc, moi, je ne voulais pas passer le test PCR. Et donc, il y avait la République dominicaine où on pouvait aller. Qui l'exigeait et par un concours de circonstances, je me trouve supposément un emploi payé au pair dans un projet immobilier. Et donc, je me ramasse en République dominicaine en me disant, il y a des aéroports internationaux en République. Je verrai bien ce que je fais à partir de là. Ton fils, est-ce qu'il dit « Maman, t'es folle » ? Bien, mon fils, faut comprendre que mon fils, c'est mon fils. Donc, il a suivi l'évolution de l'histoire avec moi. Mais lui est partagé parce qu'évidemment, il est au sein des Forces armées. Fait que le narratif auquel il est exposé est évidemment contraire à ce que moi je dis. Mais en même temps, il sait qui je suis, il sait que je fais mes recherches, que je ne parle pas au travers de mon chapeau, mais ce n'est pas sa réalité quotidienne. Mais surtout que tu ne l'imposes pas à personne. Je veux dire, tu le fais pour te sauver toi. Là. Exactement. Mais parce que, bon, pourquoi la République? Pourquoi tu as choisi la République? Tu parlais d'aéroport international, mais
la Floride, il y en a qui allaient en Floride, d'autres allaient au Mexique. J'aurais aimé aller en Floride. Je suivais beaucoup l'histoire. Je trouvais De Santos très intéressant. Je m'étais dit, oui, ça va être la Floride, mais par le temps qu'on fermait au Canada, déjà, on ne pouvait plus rentrer sans être injecté aux États-Unis. Donc, de facto, je ne pouvais pas aller en Floride. J'avais une amie qui partait au Mexique. Ça a failli être le Mexique. J'avais déjà, durant mes études d'anthropologue, j'ai resté au Mexique un bout de temps. Et ça aurait pu être le Mexique, mais comme quelqu'un dans un groupe de femmes d'affaires m'avait dit, mon père cherche quelqu'un pour gérer les médias sociaux, faire des sites web, tout ça, de son projet immobilier, c'est un emploi au pair. Moi, je continuais à travailler pour la compagnie de suppléments en ligne. À ce moment-là, on ne t'avait pas demandé de te retirer? J'étais retirée un peu publiquement, mais je produisais encore du contenu. OK, donc tu avais encore un gagne-pain. J'avais encore un gagne-pain à temps partiel qui me permettait de payer mes dépenses au Québec. Payer ton appartement, payer ton auto, tu l'avais déjà, mais là, tu pouvais espérer pouvoir t'en aller là-bas. Mais quand on s'en va là-bas, on arrive quoi avec 2 valises, un passeport? Est-ce qu'on a déjà une place dans un hôtel? Dans un tout inclus, peut-être? Non. Okay. Je suis allée dans un tout inclus une semaine, histoire de faire la transition, parce que, comme je te dis, ça avait été une année d'enfer pour moi. Donc, j'avais besoin de me poser avant de commencer cette histoire de projet. Et donc, non, j'ai pas d'argent à ce moment-là. J'ai 2 valises. Ma caméra, je venais de m'acheter de l'équipement studio professionnel parce que je voulais m'installer comme il faut avec le podcast et tout ça. Et donc, j'ai ma caméra, mon laptop, 2 valises et puis l'espoir que les choses vont aller mieux. Et là, tu loues quelque chose là-bas? Non, j'étais rentrée avec un emploi au pair, supposément, sur le projet immobilier. Oui. Donc, j'allais en principe être logée, nourrie. Sauf que c'était l'arnaque du siècle et ça a fini que le gars m'a mis dehors parce que j'ai aidé des résidents à s'informer concernant un recours collectif. Alors, il m'a mis dehors un dimanche soir avec mes 2 bagages dans le fond de la campagne dominicaine. Pas d'argent, pas de téléphone, pas rien. Ça a été toute une galère, mais bon, ça a été mon arrivée en République dominicaine. Et après ça, tu t'installes en République. Je me suis installée. Temporairement? Est-ce que ton horizon, c'est quelques semaines, quelques mois ou quelques années? C'est qu'à ce moment-là, je ne peux pas vraiment revenir au Canada parce que si je reviens, je ne peux plus ressortir. Parce que tu comprends, là, maintenant, on avait fermé les frontières. Donc, j'essaie, tant bien que mal, de ne pas revenir. Tu n'as jamais pensé de fronter des codes ou de présenter un faux code? Toi, tu ne voulais pas jouer avec ça? Bien, pas au début, parce que c'était déjà ma réalité là-bas, c'était de la survie, parce que là, je suis dans la rue, j'ai pas d'appartement, j'ai pas rien. Donc, il faut déjà que je trouve comment me loger puis comment gagner un peu d'argent, parce que là, l'argent que je gagnais au Canada, ça payait mes affaires au Canada, mais là, il faut que je paye aussi un appartement puis quelque chose pour vivre en République dominicaine. Et là, tu es seul devant ton destin. Oui. Personne n'est là pour t'appuyer financièrement. Non. Là. Ni financièrement, ni autrement. Il y a un couple sur le projet où je me suis fait mettre dehors, qui m'ont aidé, qui m'ont transporté jusqu'à Las Terrenas où je vis maintenant. Donc, sur le moment, pour moi, j'essaie de faire le mieux avec ce qui est là parce que je sais que si je rentre au Canada, je ne peux plus ressortir. Donc, je me dis, je vais tout avoir fait ça pour rien. Dans ton compte de banque, tu as assez pour fighter, pour vivre comme ça. Combien de temps sans travailler? Je suis partie du Canada, je venais d'avoir une paye de 2500 $. J'ai payé 1800 pour le tout inclus. Donc, il me restait 700. C'est ça ton... Et là, je suis rendue à 1 mois de vivre en République. J'étais au pair, donc il n'y a rien qui rentrait. Éventuellement, j'avais un emploi à temps partiel, mais l'emploi à temps partiel, ça payait mes dépenses au Canada. Ça ne me fournissait pas d'argent en République dominicaine. Okay. Donc, j'ai littéralement pas d'argent. Donc là, on appelle ça le cul sur la paille, pratiquement. Tu es en mode survie. Oui. Et puis, à quoi qu'on pense dans ce temps-là, quand on est dans ce... Est-ce qu'on regrette notre geste? Moi, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Parce que tout le long, c'est vraiment... Il m'était arrivé un événement quand j'avais 17 ans. J'étais allée étudier l'anglais dans une école à Toronto sur un programme du gouvernement. Et éventuellement, il y a une fille qui était en train de se noyer. Moi, j'avais une formation de sauveteur et donc je savais que je ne devais pas l'aider. Mais quand tu vois quelqu'un qui se noie, c'est facile la théorie, mais j'ai quand même décidé de l'aider. Et elle m'a agrippée et donc elle essayait de me couler. Et je voyais les gens qui nous voyaient, mais personne ne semblait nous voir. Et durant COVID, c'était ça tout le temps mon impression. C'était une impression de cauchemar, de dire comment ça se fait qu'ils ne voient pas, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas.
Et donc là, je suis à l'étape ultime de cette histoire de mais comment ça se fait, ce gars-là, c'est un arnaqueur. Et tout, c'est une impression d'irréalité, c'est comme trop. Et ben, tu peux juste prendre ça 1 heure à la fois, puis 24 heures à la fois, puis mettre un pied en avant de l'autre parce que tu peux même pas te projeter dans l'avenir. Là. Tu penses à comment tu vas manger ton prochain Donc, repas. une journée à la fois. Dans des cas, c'était 1 minute puis 1 heure à la fois parce qu'une journée, c'était trop. OK. Donc, c'est Puis quand tu dur. as besoin de te confier en République, on se confie à qui? On ouvre notre caméra Et puis on parle. fait un live. On parle. Est-ce que tu te souviens de ton premier direct qui a vraiment fonctionné, qui a vraiment eu une résonance en termes de visibilité? Est-ce que Non, ça a ta été, première intervention? ça a été progressif parce que Moi, j'en ai toujours fait en réalité, mais Moi, je me souviens d'une, en tout cas, une pas pire. Et puis, est-ce que aujourd'hui, là, quand tu regardes ça, comment tu évalues ça, ce que tu as fait, là? Tu sais, de partir, on va le dire, semi-organisé, désorganisé, avec 15 piastres dans son compte de banque, arriver là-bas en mode survie, à être obligé de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas, des gens avec qui on n'est peut-être pas d'accord non plus avec leur modèle d'affaires, se retrouver à... Qu'est-ce qui nous passe dans la tête? Comment aujourd'hui tu évalues ça, là, ce que tu as fait? Parce que c'est quand même un gros choc culturel, etc. Même si tu es habitué, il y a aussi une pression économique. oui, le choc culturel, pas tant, mais oui, c'est ça, c'est plus l'aspect économique, mais ça a évolué parce que là, ça va faire 3 ans bientôt. Je suis partie le 21 novembre 2021, donc je suis presque à 3 ans. Alors, c'est sûr que j'ai passé par toutes sortes de phases. Éventuellement, de ne plus, parce que la compagnie a fini par me laisser aller. Là, j'avais plus du tout de revenus qui rentraient du Canada. Alors, moi qui avais toujours 2, 3 emplois en même temps, parce que la petite fille de 4 ans qui a peur de manquer d'argent, je me retrouve où là, j'ai plus aucune entrée d'argent assurée. Je ne dépends que de moi. Et je ne dépends que de moi aussi là-bas parce que c'est pas comme tu peux appeler quelqu'un quand tu as un problème. Bon, les gens ont été éventuellement au courant d'une histoire qui m'était survenue avec un conjoint que je m'étais fait en République dominicaine, qui était violent, qui m'a volé avec un couteau à la gorge et tout ça. Et donc, tu n'as personne que tu peux appeler. Tu sais, tu peux en parler dans un live, puis tu as des gens comme toi qui m'ont offert de l'aide. Mais Parce que là-bas, même si tu as de l'argent dans le compte de banque, ça ne veut pas dire que ça le résout guichet... pas tout. Ouais. Puis ça ne veut pas dire que le guichet va fonctionner, ça ne veut pas dire que tu peux t'y rendre, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'électricité à ce guichet-là. Donc, même quand on a les sous, les dispositions, qu'on a les ressources, ça ne veut pas dire qu'on y a accès. Non, Donc, exact. toi, t'es dans ce milieu-là. C'est un peu une espèce de volonté de combattre, là, parce qu'on n'est pas en territoire facile non. quand même. Et à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'adversité qui survient, puis tout ça est arrivé pour quelque chose que j'ai pas provoqué. C'est ça que les gens, des fois, peut-être ne comprennent pas, comme, tu sais, présentement, je suis en train de terminer de tout vendre ce que j'avais, c'est un laisser-aller ici au Canada. Incroyable, oui. Mais tu repasses à travers tes boîtes de souvenirs, de photos, de tout, donc tu tords les tripes, c'est pas évident. C'est pas comme quand tu te dis, bon, à 60 ans, je vais prendre ma retraite, je commence à me préparer, je commence à vendre mes affaires, je commence à faire un plan Pendant 15 financier, ans, on y pense, on se projette. J'ai eu 2 semaines pour partir. Moi, je n'étais pas rendue là. Je prends la retraite, puis je sais pas... On ne porte pas les mêmes vêtements là-bas qu'ici. Non, on n'a y a pas rien qui là-bas, tu arrives là-bas, tu n'as pas de voiture, tu en avais une journée avant. Maladie, oui, c'est ça. ça. Bon, c'est tout ça, puis tu as besoin de quelque chose, mais là, tu n'y as pas accès, tu n'as pas tes affaires, je ne suis pas partie avec un container puis de l'argent pour m'acheter une nouvelle voiture, puis c'est ça, là, c'est une autre réalité. Puis là, tu reviens au Québec pendant un mois, c'est un mois que tu ne travailleras pas parce que tu règles des affaires ici, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et là, il faut que tu te dépêches pour vendre la voiture, laisser aller l'appartement. La première année, ça a été de vider mon appartement parce qu'évidemment, j'étais partie avec tous mes meubles, toutes mes choses dans l'appartement. Alors, à chaque fois, c'est comme des mois hyper intenses. Mais c'est ce sentiment tout le temps d'irréalité parce que c'est arrivé vite, parce que ça n'a pas été, oui, même si c'est moi qui ai posé le geste et la décision, mais c'est des conséquences c'était pas ma décision consciente au point de départ. Et donc, c'est un peu un sentiment d'irréalité, mais aussi
d'avoir été punie pour quelque chose que j'ai pas fait. Parce que autant au niveau de ma profession que tout le restant, comme je dis, moi, j'avais pas changé de discours, puis j'ai pas commis d'erreur en aucun moment. J'ai jamais été accusée de quoi que ce soit. Donc, moi, j'aurais eu plus de facilité à accepter toute cette adversité que je vivais si quelque part j'avais été responsable ou coupable de quelque chose. Mais là, j'ai parti, c'est comme je dis souvent, moi, je ne sauterais pas en parachute consciemment, mais si l'avion est en train de piquer du nez, je vais prendre le risque. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai pris le risque de quitter, malgré qu'il n'y avait pas un plan en place et avec toute l'adversité que j'ai rencontrée. Mais j'avais à un moment donné un peu ce sentiment, je te l'avais partagé quand on s'était vu à Punta Cana, l'impression d'être emprisonnée pour un crime que je n'avais pas commis parce que je vis beaucoup d'isolement. Oui, c'est très beau où je vis, c'est une petite ville balnéaire sur le nord de la République, mais je vis beaucoup d'isolement. Et donc, c'est un peu ce sentiment de payer pour un crime que je n'ai pas commis. Et donc, je pense que j'ai attiré à moi inconsciemment des situations aussi qui m'ont fait revivre la petite fille de 4 ans. Il n'y avait pas de raison que je ne me retrouve pas d'argent. J'ai une belle carrière. J'ai, comme je dis, jamais commise d'erreur. Il n'y a pas de raison que je me retrouvais à 50 ans avec plus rien, plus aucun actif. Et donc, je pense que dans le grand ordre des choses, ça a servi. Bon, d'une part, comme je dis, je ne m'étais jamais imaginé finir ma vie au Canada. Donc, oui, j'ai manifesté, peut-être pas dans les circonstances les plus faciles, mais cette réalité d'aller vivre ailleurs. Et aussi, j'avais construit tout cet édifice de ma belle carrière, de ma clinique et tout ça, sur une base qui n'avait peut-être pas été complètement guérie. La petite fille de 4 ans, elle vit toujours en moi. Et donc, c'est comme si j'ai matérialisé mes peurs les plus profondes de me retrouver isolée, sans aucun recours, sans argent. Et je ne suis pas naturopathe. En République dominicaine, je suis résidente dominicaine, donc j'ai le droit de travailler. Mais évidemment, avec un salaire dominicain, on n'y arrive pas. J'habite dans des conditions d'étrangère, pas dans des conditions dominicaines, et je ne peux pas gagner ma vie là-bas. Et donc, j'ai matérialisé la petite fille de 4 ans qui n'a pas de moyen de gagner sa vie et qui est isolée dans le fond d'un rang. Dépendante aux autres. Oui. Et donc, j'ai pu retourner la situation et me reconstruire et retrouver un équilibre, un bonheur, je dirais. C'est sûr que mon fils me manque, mais de me refaire une vie en réalité sur une base maintenant. Il n'y a plus un employeur qui va pouvoir me mettre à la porte parce que j'en ai plus d'employeur. Tu sais, j'étais là pendant presque 14 ans pour cette compagnie. J'étais conseillère senior, j'étais bien en vue dans mon domaine et tout. Et du jour au lendemain, pour quelque chose que je n'ai pas provoqué, je me suis retrouvée avec rien. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui peut me faire ça. Alors, je pense que ultimement, dans le grand ordre des choses, malgré que ça a été super difficile, c'était pour m'amener à un meilleur endroit. Donc, tu referais ce que tu as fait? Oui. Oui. Puis, quand tu as ouvert ta caméra, que tu as commencé à partager tes impressions, à parler de toi, il y a eu un engouement. Et puis, à un moment donné, tu as décidé de créer du contenu pour... parce qu'il y a 2 types de contenu que tu crées. Il y en a un que c'est la femme qui partage ses impressions, ses moments de vie, ses peines, ses douleurs, ses joies, qui nous parle de sa visite, qui nous parle de sa vie, de son passé, de son présent. Il y a aussi la formatrice en soi. Il y a la communicatrice, il y a la conférencière, il y a la personne qui veut transmettre des connaissances. Et donc, il y a 2 types de contenus. Lequel se rapproche le plus de la vraie Chantal Anne? C'est tellement intéressant comme question, Samuel, parce que pendant des années, j'ai lutté avec des gens qui voulaient me mettre dans une boîte, que ce soit au niveau marketing ou du site web ou tout ça, et aussi parce que j'offrais de l'accompagnement de groupe à destination. C'était ma première carrière. Et dans mon site de naturopathe, ben, il y a des groupes, il y a des conférences, il y a des formations, des ateliers. Et j'étais dans un milieu très officiel avec médecins infirmières, puis après ça, pour une boîte très corporative, très carrée. Et j'étais jamais capable de faire le choix parce que je suis tout ça. Et ça a toujours été un problème. Et là, depuis qu'il n'y a plus de structure à l'extérieur de moi, je peux être tout ça. Et comme je dis souvent, la pizza est ronde, on la vend dans une boîte carrée, puis on la mange en triangle, tu sais. Donc, on peut être tout ça. Mais il
il faut choisir. Et ultimement, ben, tu sais, j'ai l'émission que tu dis qui est plus contenu, on va dire, de santé, c'est Santé sans censure. Et l'autre, ben, j'ai décidé de l'appeler Chantalane sans censure parce que c'est comme tu dis, c'est des tranches de vie. Et moi, je pensais que c'était pas très intéressant. Je le faisais pour moi, c'était ma thérapie en réalité. C'est ta façon de communiquer, de garder De contact. garder un lien avec le oui. Québec, de parler français, puis bon... À travers ça, il y a des... on a des interactions. Oui, puis il y a des relations qui se créent Absolument. à travers tout ça. Et c'est ce que je pensais ces jours-ci. Je me disais, les gens disent que les réseaux sociaux, c'est virtuel. Mais dans notre cas, c'est très réel parce que, tu sais, on a fait un événement, on rencontre les gens. Parce qu'il y a une prolongation, parce qu'on y donne, de l'essence, parce qu'on on projette, on s'en sert. On n'est pas juste virtuel. Non. Et comme quand je viens au Canada, mais même quand on est en ligne, je fais des consultations naturopathiques. Donc, les gens, bon, évidemment, quand je fais un live puis qu'il y a des petites photos de chats et d'arc-en-ciel, je ne connais pas la personne qui est derrière, mais quand ils viennent en consultation, qu'ils prennent des cours avec moi, là, j'associe le nom à la personne. Et quand je fais des événements au Québec, j'ai la chance de les voir en vrai. Et donc, la relation qu'on crée, en tout cas dans mon cas, elle est très personnelle avec les gens parce que, justement, ils m'ont vu à travers les épreuves, ils me voient en maillot de bain sur la plage, ils me voient en train de prendre un mojito à 11 heures. On ne voit pas Non. chez les gens qu'on consulte. Par exemple, si je consulte un médecin, je ne suis pas ami avec Facebook, je ne sais pas s'il a des enfants ou s'il voyage et de quelle façon il le fait. Tu le vois et pas en maillot sur la jamais beach. vu en maillot. Donc, il y a quand même une barrière. Et là, c'est différent parce que la professionnelle qu'on peut consulter, on la voit lorsqu'elle est en pleurs parce qu'elle vient de se faire mettre un couteau en dessous du menton et on la voit heureuse lorsqu'elle récupère des amis à l'aéroport qui sont venus la récupérer ou qu'elle passe 3 jours, une semaine avec son fils. Donc, cette ouverture-là, cette façon, c'est vraiment quelque chose qui te comble. C'est vraiment pour toi que le vase communique comme ça. Pour toi, c'est quelque chose qui te rejoint. Oui, c'était ce qu'il y avait de disponible à ce moment-là. Et comme je dis, je ne pensais pas que les gens étaient vraiment attachés à mon histoire parce qu'il faut se rappeler que j'ai été 1 an sans venir au Canada. Donc, tu produisais du contenu, mais sans savoir que les gens pouvaient te reconnaître ou te connaître. Et puis, non, c'était quand je suis allée à ton événement. Parce que c'est ça, pendant 1 an, moi, les codes d'écoute augmentent, mais c'est pas concret pour moi parce que tu vois, tu sais, 10 000, 15 000, mais tu ne l'expérimentes pas. Tandis que toi, ici, tu allais dans des manifs. Moi, les manifs, on était 25 au début. Là. Mais là, toi, les gens t'ont reconnu dans la rue, tu as développé ces liens. Mais moi, je suis isolée en République dominicaine. Donc, je n'ai pas réellement conscience de ce qui se passe ici en attendant. Et c'est quand je suis arrivée chez toi et que là, tout le monde me reconnaît. Tout le monde me dit « Ah, lors d'un événement, c'est parce que pour situer les gens, j'ai fait un événement bénéfice pour aider une des nôtres, mon amie Barbara, qui était confrontée à un cancer virulent. Et puis, donc, tu as gentiment participé à l'événement en payant ta part. Et puis, tu es venu supporter l'événement. Et là, tu t'es rendu que sur les 135 personnes qui étaient chez moi, la plupart te connaissaient. Moi, je pense qu'il y a Samuel, qui est mon nouvel ami, et Lulu, qui est venu manger avec nous au restaurant. Moi, je pense qu'il y a 2 personnes. Et puis, on est peut-être 5 personnes à se connaître, mais là, tu te rends compte que finalement, tout le monde t'appelle Chantalane. Tout le monde me connaît, puis les gens sont « Ah, tu viens d'arriver de la République? » Alors, je me dis « OK, ils font partie des 15 000 qui me suivent. » Et donc, c'est ça. Et quand j'ai créé un membership éventuellement pour partager mon contenu, on va dire officiel. Et là, tout le monde s'est mis à me dire « Mais est-ce que tu vas partager les lives que tu fais perso aussi? » Et là, j'ai compris que, OK, mais les deux marchent main dans la main. Et donc, c'était, on va dire, un suicide professionnel, ce que j'ai fait, parce que Lou, que j'aurais aimé que tu rencontres vendredi, qui est mon meilleur ami puis qui a été mon coach en marketing digital et tout ça, au début, il me disait « Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. » Et j'ai fait tout ce qu'on me disait de pas faire. C'est de briser les conventions, tout ce que tu as fait toute ta vie. Mais les gens prennent ça, je crois, pour de l'authenticité. Je veux pas parler pour eux. Moi, dans mon cas à moi, lorsque je regarde la création de contenu de quelqu'un qui est professionnel, pour moi, c'est de l'authenticité. Est-ce que les gens font la même lecture que moi? Je leur laisse cette évaluation-là, mais je pense que c'est plus positif que négatif. Dans mon cas, ça a fonctionné. C'est pas un chemin que je recommanderais nécessairement à n'importe qui. Dans mon cas, ça a fonctionné parce que je pense qu'il
Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est effectivement, c'est fait en toute authenticité. Et donc, les gens s'identifient parce que quand même, le parcours commun du combat, il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui ont pensé à quitter pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Mais cette situation d'être en isolement de nos proches, de notre carrière, de ça, elle est commune à tout le monde. C'est pas juste mon histoire à moi. Moi, j'ai opté pour cette voie-là, mais je pense que plusieurs y ont pensé et donc je mettais en réalité une réalité sur des fantaisies que peut-être des gens avaient en leur disant, ben oui, il y a des bons côtés à aller vivre ailleurs, mais il y a aussi des mauvais côtés et voici ce qui arrive. Donc, je pense que parce que les gens se reconnaissent dans mon parcours, ça crée un lien. Et le moment où c'est arrivé, où les gens justement étaient en isolement, où étaient... moi, je vivais l'isolement géographique parce que j'étais seule en République, mais il y a plein de gens qui vivaient cet isolement-là en étant au Québec. Donc, on se retrouvait quand même dans notre parcours qui était commun. Et j'essaie toujours de montrer aussi comment je m'en sors. Et souvent, mon vécu va servir de prétexte pour amener des outils naturopathiques où, bon, j'ai différentes formations. Souvent, ça va être plus du domaine de l'approche psychocorporelle ou quelque chose comme ça. Mais j'essaie que mon vécu, tu sais, c'est pas juste présenter le négatif pour présenter le négatif. Souvent, ça veut dire, bon, il y a ça qui m'est arrivé. Là, je suis en réflexion. Voici ce que j'en pense et voici ce que je vais faire avec ou voici ce que j'ai fait avec. Donc, j'essaie de partager des outils à travers mon vécu. Donc, ça finit tout le temps par se rattacher quand même à la naturopathie. Alors, dans mon cas, ça a fonctionné. Je pense que le timing était là. Et ça aurait pu être une catastrophe, ça aurait pu être un suicide professionnel, comme je le disais, mais dans mon cas, ça a fonctionné. Alors oui, les gens se reconnaissent. Et le fait, je pense aussi que j'amène quand même de l'humour là-dedans. Donc, des fois, je vis des affaires qui sont pas si positives. Puis là, les gens vont me dire « Ah, tu m'as fait rire ce matin. » Tu sais. Alors, je trouve ça le fun aussi que les gens trouvent quelque chose de réconfortant, même D'attachant. quand c'est des Mais tu as été quand mésaventures. même une des premières ou la première à identifier notre histoire comme étant un choc post-traumatique, que Oui, nous absolument. étions en choc post-traumatique. Donc, il y avait quand même cet élément-là que tu as toujours suggéré, ou en tout cas, dont tu as toujours tenu compte. Ça se peut que les gens se soient identifiés également à ce diagnostic, ou en Oui, tout cas très bon à point. cette hypothèse là, qui était loin d'être farfelue. Donc, les gens ont pu aussi retrouver en toi peut-être la petite sœur qu'ils n'avaient pas, ou peut-être la petite sœur à qui ils ne parlaient plus. Oui. Peut-être que les gens La ont meilleure amie, la ça, meilleure ça. amie, ou peut-être aussi la personne qui a le guts, que peut-être que nous, on ne pouvait pas, ou qu'on n'avait pas, ou qu'on explique mal pourquoi on ne l'a pas exercé, ce pouvoir-là. Donc, il y a plusieurs éléments qui Oui, sont quand même positifs, que les oui. gens ont quand même sans doute Je compris. pense aussi que l'autre chose que j'ai notée, c'est que, bon, on le sait, il y a eu une perte de confiance dans les institutions avec la situation, perte de confiance beaucoup dans les autorités médicales, les gens aussi qu'on étiquette de complotistes dans la plupart des cas non injectés, avaient des craintes par rapport au fait d'aller chez leur médecin ou en milieu hospitalier. Et moi, j'arrivais avec des solutions santé en ligne, gratuitement. Et de par le fait que, justement, j'étais dans toute mon ouverture, dans toute mon authenticité, les gens ont eu confiance en moi. Et donc, il y a ce lien qui s'est installé de confiance. Et donc, ce qui aurait pu, comme je disais, être négatif parce que, justement, les gens voyaient que, contrairement à ce qu'on est habitué de la part des professionnels de la santé qui se cachent derrière bon, de moins en moins, mais derrière une blouse blanche ou derrière un comptoir de pharmacie, moi, je devenais extrêmement accessible. Les gens prenaient leur café le matin avec moi ou un petit drink en fin de soirée. Donc, ça décloisonnait. Donc, j'étais là quand les autres n'étaient pas là. J'étais accessible quand les autres n'étaient pas accessibles. Et j'apportais des solutions. J'apporte des solutions. Donc, je pense que c'est une combinaison de tout ça, effectivement, qui a fait qu'il y a eu cette chimie qui s'est opérée. Parlons-en du contenu que tu offres, parce que tu t'offres énormément de contenu, ce qu'on appelle santé sans censure. Les gens peuvent être membres. Donc, si quelqu'un est intéressé là, à savoir
où te retrouver, comment devenir membre, etc. Savoir c'est quoi le contenu que tu publies au niveau professionnel. La meilleure façon de te rejoindre ou d'aller voir qu'est-ce que tu fais et de devenir membre, ça serait quoi? De quelle façon on peut s'approprier ton contenu, professionnel? Oui, gratuitement déjà sur ma chaîne YouTube. Il y a énormément des santé sans censure. Tous ne sont pas là parce qu'au début, j'y étais pas encore, mais il y en a beaucoup. Et on peut me contacter via l'adresse info@naturopathe.ca. Mon site web est en reconstruction. C'est une des choses que je fais pendant que je suis au Québec, de regarder comment on va faire ça pour que ça soit simplifié, parce qu'évidemment, je suis une équipe de une, donc tout l'aspect administratif de prendre les rendez-vous, de régler les memberships et tout ça doit absolument être automatisé pour me soulager de ça et me rendre plus disponible justement à la création de contenu et aux consultations. Mais pour le moment, l'adresse et éventuellement mon site web qui sera plus adéquat va rester le même, c'est chantalanedusmas.com. Alors, d'ici au temps de la diffusion, curieusement, on n'est pas en direct, on est habitué de faire du direct. Et donc, ça sera certainement à ce moment-là réglé. Donc, chantalanedusmas.com ou encore ma chaîne YouTube qui est aussi mon nom. Et bon, oui, il y a le contenu gratuit. J'offre régulièrement des formations thématiques, par exemple, système nerveux, glandes surrénales, hormones, des choses comme ça. Et des consultations en privé aussi. Puis, j'ai vu également que tu offres des formations, des fois des ateliers qui sont offerts aux gens qui sont membres et à un coût réduit pour les gens qui ne le sont pas. Donc, toutes ces informations-là, beaucoup plus facile d'aller sur ta chaîne YouTube. Maintenant, les gens savent que toi et moi, on a créé une conférence qui s'appelle Manifeste-toi. C'est quoi pour toi, justement, manifestation? La manifestation, lorsqu'on parle de manifestation, ça t'interpelle comment? Pour moi, c'est que tout part de soi. On peut se positionner en victime de notre vie, de la pandémie, des gouvernements, etc. Mais je suis convaincue, et ma vie me l'a démontré, que tout part de soi. Parce que dans la même situation, que ce soit la même famille, des frères et sœurs, tout ça qui vont relater de manière très différente la même histoire familiale. Donc, tout part toujours de notre perception, de notre interprétation. Et on a 100% le contrôle là-dessus. Donc, on n'a peut-être pas toujours le contrôle des événements autour de nous, mais on a le contrôle de la façon dont on va choisir d'y réagir et de ce qu'on va faire avec. Comme je dis, bien, quand la vie te présente des citrons, tu fais de la limonade. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, se manifester, pour moi, c'est d'abord d'être conscient qu'on est responsable à 100% de notre vie, du bon et la partie qui pose plus de défis. Et qu'est-ce qu'on va choisir de faire avec concrètement et en co-création avec l'univers. Donc, pour moi, se manifester, c'est d'abord se connecter à soi, être bien ancré, être aligné, notre âme, nos émotions, nos pensées, nos paroles, nos gestes doivent être en cohérence. Et quand on est dans cet état de cohérence, on amplifie notre pouvoir de manifester. On sait avec la physique quantique qu'on est directement les co-créateurs de notre réalité. Alors, en alignement avec notre cœur et notre essence, qu'est-ce qu'on choisit de manifester dans notre vie, au quotidien, comme profession, comme famille? Quand on dit « Ah, moi, depuis que j'étais petit, je voulais faire telle affaire », bien, c'est ça, être un co-créateur de notre destin. Et donc, ça m'interpellait parce que, justement, on a vécu une situation, dans certains cas, des gens ont perdu leur commerce, leur couple, leur emploi de plusieurs années, tout ça. Et on peut se sentir impuissant. C'est ça, je pense, de manière généralisée. Les gens parlaient beaucoup d'isolement, mais aussi d'impuissance. Et quelque part, ça me dérangeait parce que je me dis, on a toujours le choix. J'avais pas d'argent, j'avais pas rien qui m'attendait en République. Quand les gens me disent « Ah, moi aussi, je serais partie si j'avais eu de l'argent », je n'avais pas. Ou « Je serais partie si j'avais pas d'enfant ». J'en ai un. Je serais partie si j'avais connu quelqu'un là-bas. Je n'avais pas. pas. Donc, on a toujours le choix dans toutes les situations et on peut se retourner de bord. Et c'est ça que je voulais communiquer, de dire aux gens, vous n'êtes pas des victimes impuissantes de la situation. Oui, on a vécu quelque chose qu'on n'a peut-être pas choisi, mais ce qu'on fait avec, de la même façon, j'ai eu une enfance qui, d'aucune manière, me préparait à la vie que j'ai aujourd'hui.
que l'espagnol soit la langue que je parle le plus dans mon quotidien, d'être naturopathe agréée, de vivre en République dominicaine. Si j'avais suivi la voie que tout le monde suivait dans ma Quand tu étais famille, jeune, là, on t'aurait pas permis de rêver d'être sur une scène à t'amuser en formant du monde sur la écoute, manifestation, là. à ce point, ça me fait drôle d'être à Saint-Hyacinthe parce que je me demandais, je suis peut-être déjà venue former Panier Santé, mais je ne suis pas certaine. La fois que je me souviens d'être venue à Saint-Hyacinthe, j'ai fait les auditions des écoles de théâtre quand je m'en allais au cégep. Finalement, j'ai fait l'Institut d'hôtellerie, mais j'avais fait les auditions à Saint-Hyacinthe et j'avais fait les auditions à Sainte-Thérèse. Et évidemment, moi, je voulais faire théâtre, pas parce que je suis particulièrement amateur de théâtre, mais j'aimais la danse et j'aimais le chant. J'ai eu en passant la même prof de musique au Conservatoire de musique que Céline Dion. On n'a pas eu tout à fait la même carrière. Fait donc, j'étais venue à Saint-Hyacinthe faire les auditions à l'école de théâtre, mais évidemment, dans ma famille, c'était pas permis de rêver grand, de rêver artistique, même d'aller à l'école, tu sais. J'avais les dents vraiment croches quand j'étais jeune. Et mon père n'a jamais voulu me faire porter des broches. Je ne voulais pas dépenser d'argent sur des broches parce que dans sa tête, je n'allais rien faire de ma vie, donc ça ne valait pas la peine. Ça se buvait pas. Ça se buvait pas, entre autres. Bon point. Et donc, il n'y avait aucune valorisation, en fait, ni des études, ni des arts, ni de rien de tout ça, ni de la psychologie, ni de la naturopathie. Alors, je n'étais pas destinée à ça, mais ça vibrait en moi. Et j'ai suivi cet appel-là, même quand ça ne faisait pas de sens. Quand j'ai décidé de quitter ma permanence au gouvernement fédéral pour aller travailler à Cuba à 250$ par semaine, quand j'ai décidé de quitter mon emploi avec Air Canada pour aller marier un Dominicain puis aller vivre en Dominicaine, ça ne faisait pas de sens. Et quand j'ai quitté ma vie au Canada pour aller en République pour ne pas me faire injecter, ça ne faisait pas de sens. Mais ultimement, je me retourne et je continue et j'amplifie parce que je suis connectée à qui je suis réellement. Mais justement, est-ce que tu as conscience que ton réseau s'est agrandi et amélioré ici au Québec depuis que tu es parti? Vraiment, vraiment. C'est paradoxal. Et de la même façon que le fait que toutes les structures dans lesquelles j'avais confiance professionnellement se sont écroulées et que moi, j'ai grandi au travers de ça. Mais en même temps, tu sais, Samuel, je pensais à quelque chose ces jours-ci en terminant de vider mon entrepôt de mes dernières choses. Je me retrouve passé 50 ans avec la même vie que j'avais à 19 ans, où j'ai plus aucun actif, où je m'en vais vivre dans le sud. Toute seule, par mes propres moyens et avec 30 ans d'espace entre les deux, c'est très, très, très particulier. Et je m'étais retrouvée en République en travaillant pour une compagnie, un opérateur de tour. Et l'année passée, on m'a offert, en fait, l'opérateur local d'Air Canada m'avait offert le même emploi que j'avais il y a 30 ans. Et donc, cet hiver, je vais probablement accepter avec le compétiteur d'Air Canada pendant quelques mois, si mes choses sont toutes automatisées en ligne, histoire d'être en contact avec les gens qui arrivent et de me divertir un peu. Mais c'est très, très particulier. C'est comme si j'avais fait un rond de 30 ans et que je me retrouvais à la case départ. Et aussi, fait cocasse, j'étais mariée avec le Dominicain et on était ensemble 5 ans et on a divorcé au Canada. Mais quand je suis retournée, j'ai été pendant 28 ans sans aller en République dominicaine. Et quand je suis retournée, j'ai appris que j'étais encore mariée en République dominicaine. Okay. Ça explique peut-être dans l'énergie pourquoi je ne me suis pas remariée, mais je suis encore mariée. Et donc, j'ai déposé tous mes documents avant mon départ, il y a une couple de semaines, pour opérer mon divorce en République dominicaine. Donc, je vais vraiment me retrouver à la case départ, comme si j'avais fait un grand tour de 30 ans. J'ai célébré mes 30 ans de mariage, donc à la Saint-Valentin 2024, toute seule en République, alors que mon ex-mari est au Québec. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi ou c'est quoi tes rêves? Bien, je pense, comme je dis souvent, que l'évolution ne se fait pas en ligne droite, mais en spirale. On revisite les mêmes situations avec un différent niveau de conscience. Alors moi, je pense que j'ai fait un grand tour de piste et que là, on s'attend à un bond. Maintenant que j'ai bouclé la boucle, on s'attend à un bond. J'espère que ma visibilité que j'ai, comme tu l'as dit, accentuée dans les dernières années,
Euh, Mon implantation qui est à tous les jours plus solide en République dominicaine va me permettre de réellement concilier tous les outils que j'ai accumulés dans mes 26 ans de carrière parce qu'il y a des restrictions qu'on a au Québec que je n'ai pas en République dominicaine. J'aimerais éventuellement avoir un centre de santé intégrative là-bas. J'ai déjà commencé à recevoir parce que je loue une chambre dans le condo que j'habite pour des gens qui ont besoin de venir, des femmes par exemple qui ne voudraient pas aller dans un tout inclus, qui veulent voyager mais qui ont peur d'y aller toutes seules. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Et donc, j'ai commencé à recevoir des gens ou des gens qui veulent venir pour des traitements complémentaires parce que j'ai accès évidemment à toutes sortes de choses là-bas. Et si ça continue de prendre de l'ampleur, ça serait bien que ça s'ancre dans la réalité avec un édifice concret, avec un endroit concret pour offrir des soins comme ça. Et je pense que ça serait déjà dans les événements que j'anime dernièrement, le fait que j'ai plus une structure corporative au-dessus de moi, ça me permet d'aller chercher autant des trucs du chamanisme que j'ai étudié avec les Mayas dans la jungle que des techniques de l'approche biomédicale, des trucs beaucoup plus pharmaceutiques, on va dire. Donc, je peux vraiment maintenant être fluide dans tous ces aspects et ça serait bien que je puisse manifester concrètement un centre où on pourrait le faire. Ça serait vraiment une belle étape pour moi. Une espèce de, j'aime pas ça le dire comme ça, mais c'est ça qui est ça pareil, mais une espèce de revanche par rapport à tous ces défis de vie que j'ai surmontés, mais qui maintenant se culminerait par la création de ça. Je pense que ça serait ça l'étape logique. En même temps, comme on le disait si bien durant nos conférences, je disais à l'univers de me surprendre. J'aimerais savoir un amoureux aussi, donc ça serait bien que tout ça arrive en même temps. Je ne sais pas si la République dominicaine, c'est ma destination finale. Je suis ouverte maintenant que j'aurai plus de biens matériels qui me relient. Je ne sais pas non plus où mon fils sera appelé à aller au sein des Forces armées. Donc, peut-être qu'éventuellement, il y aura d'autres destinations pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer d'accompagner les gens d'une manière ou d'une autre, que ce soit via les communications ou via quand ils viennent physiquement en République dominicaine ou quand ils viennent dans les ateliers de groupe que j'offre. Jusqu'à maintenant, c'était en République dominicaine, mais j'aimerais aussi commencer à amener des groupes ailleurs qu'en République. Alors, pour moi, l'important, c'est ma mission de vie, c'est de rester fidèle à ma mission, à mon contenu. Le contenant, c'est finalement pas tellement important, c'est comment je le véhicule. Après ça, que ce soit un endroit à un autre, ou que ce soit via l'écriture d'un livre ou d'un blog ou d'un live, l'important, c'est de communiquer. Et je pense aussi qu'à cause justement de l'adversité que j'ai vécue dans les dernières années, j'ai de plus en plus pris conscience. C'est quand on est jeune, puis on est monoparental, puis on gère une clinique, puis on va à McGill, on est un peu intemporel. On ne pense pas qu'on vieillit dans le processus. Mais là, il y a des choses qui m'ont fait prendre conscience que, tu sais, j'ai 3 décades en réalité de contenu, de matière. Et si je meurs demain matin, ça meurt avec moi. Et je commence de plus en plus à avoir ce souci de créer quelque chose qui sera transmis, qui sera légué. Parce que, par exemple, des fois, on me demande si je peux référer quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas à l'aise en ce moment de référer personne parce que chacun a développé un peu son approche. Mais ça serait bien que je puisse former une relève, que je puisse avoir justement légué tout ce que j'ai appris. Sinon, c'est un peu une perte, là. Donc, on risque de te revoir au Québec vu que tu vas avoir tout vendu. Aucune crainte, les gens vont pouvoir te revoir au Québec et ça sera peut-être pas juste une fois par année, là. Non, ça Tu vas sera être même beaucoup plus mieux. libre, là. C'est ça, ça va OK. être mieux parce que là, à chaque fois que je viens, c'est pour régler des trucs. Et là, je vais avoir le loisir de venir en vacances au Québec Ouais. et de pouvoir justement travailler ou offrir des consultations. À chaque fois, je me dis, je vais en offrir. Et finalement, je n'ai pas le temps et je n'ai jamais le temps de faire tout ce que je veux faire dans le temps que je suis là. Mais justement, si je viens plus souvent aussi, ça va faire que je vais avoir moins tout à faire d'une seule fois. Et puis, mais c'est clair, mon lien, ma clientèle, c'est au Québec. Mes racines sont au Québec. On transplante qui on est, on s'adapte à une nouvelle culture, mais tu sais, je veux dire, quand Noël arrive ou quand il y a des trucs comme ça, je suis québécoise ultimement, tu sais, Ouais. vraiment. Chantal Anne, merci. Merci à toi, Samuel. Merci. Merci pour tout. Merci de m'avoir inclus dans ton cercle. Comme tu l'as dit, ça l'a généré plein de bébés, cette histoire-là. Et merci vraiment. Merci d'être mon ami. Merci d'être là pour moi.
Cette rencontre est également une présentation de Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Si vous voulez avoir les réponses que vous cherchez, il suffit de les chercher à la bonne place. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, elles sont en vous. Vous pouvez y accéder en vous reconnectant à vous, à votre être, votre essence, et ainsi vous serez en mesure de vous réaligner avec vous-même pour pouvoir vivre en paix et en toute liberté d'être. Êtes-vous prêt pour cette reconnexion à soi? Vous sentez-vous prêt à reprendre votre vie en main et à gagner en autonomie sur le chemin de votre bien-être? Faites confiance à Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Elle vous offre même un premier appel gratuit d'une vingtaine de minutes afin de savoir si c'est le bon outil pour votre cheminement. Alors, communiquez avec Carole Laurando, accompagnatrice holistique. MG Service Traiteur de Saint-Jérôme. Ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous, voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. Est-ce que vous connaissez l'expérience Dixième Sens? Dixième Sens offre la location de yurts en forêt. Ce sont des hébergements insolites, circulaires, avec un petit dôme au plafond qui permet de voir les étoiles avant de se coucher. Les yurts sont situés en plein cœur de la forêt pour permettre de s'évader complètement de la vie quotidienne. Les yurts sont alloués 4 saisons et plusieurs activités sont disponibles dans les alentours. Elles ont plusieurs commodités comme toilettes à compost, literie, batterie de cuisine, poêle Martin et poêle à bois. Nous sommes une entreprise familiale qui offre un service respectueux de tous, près des valeurs des gens. C'est situé à Saint-Alexis-des-Monts. Pour avoir plus de détails, dixièmesens.com.